Bienvenue dans Bloom Up, le podcast qui éclaire la parentalité sous toutes ses facettes. Je suis Elodie Roca, votre hôte et partenaire dans cette aventure unique qu'est devenir et être parent. Ici, on ne vous donnera pas de recettes toutes faites, ni de leçons bien pensantes. À la place, vous découvrirez des échanges inspirants avec des parents comme nous et des conseils éclairés d'experts pour nous aider à construire notre propre chemin. Parce que la parentalité, c'est un mélange de doutes, de joie, de défis et surtout une quête d'équilibre. Entre vie pro et perso, entre nos besoins et ceux de nos enfants. Ensemble, nous allons explorer comment vivre ces montagnes russes pour trouver non seulement un équilibre, mais aussi du bonheur et de l'épanouissement. Accrochez-vous, c'est parti pour une plongée sincère, vivante et pleine de découvertes dans l'univers des parents d'aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cet espace vous inspire, prenez s'il vous plaît un instant pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet à Bloom Up de grandir et de toucher encore plus de parents. Merci infiniment et maintenant, place à l'épisode du jour. Il y a des histoires qui bouleversent profondément. Des histoires de parentalité qui nous rappellent à quel point la vie peut basculer en un instant et à quel point l'amour d'un parent peut être puissant. Aujourd'hui dans Bloom Up, je vous propose d'écouter l'histoire de Solène. Solène est maman de 3 filles et parmi elles, Jeanne, née avec de lourdes malformations qui ont bouleversé la vie de toute la famille dès les premiers instants. Dans cet épisode, Solène nous raconte son parcours de mère, l'annonce du diagnostic pendant la grossesse, l'accouchement, les semaines et les mois passés à l'hôpital, la peur, l'épuisement, les moments de doute, mais aussi la force, la résilience et tout ce qui les aide aujourd'hui à continuer d'avancer jour après jour. C'est un témoignage à la fois bouleversant et profondément lumineux sur la réalité du handicap, sur l'amour entre une mère et son enfant et sur la manière dont certaines épreuves peuvent aussi donner naissance à de très beaux élans de solidarité. À la suite de ce parcours, Solène a créé l'association Anneaux doux rêves qui vise à réunir des fonds pour permettre à Jeanne d'avoir accès à des équipements, des soins et des thérapies non remboursées qui peuvent l'aider dans son développement. L'association aide également d'autres enfants en situation de handicap et porte notamment un projet qui s'appelle Un doux Noël pour apporter un peu de douceur aux enfants hospitalisés. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais il était vraiment difficile de faire plus court. Il s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un événement qui mobilise des centaines de podcasts pour mettre en lumière des associations et les soutenir. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire de Solène. Bienvenue dans Bloom Up. Bonjour Solène. Bonjour Elodie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir au micro de Bloom Up aujourd'hui. Et moi, ravie d'être avec toi. Alors, comment tu te sens aujourd'hui alors que tu t'apprêtes à nous livrer ton histoire de maman? Moi, je sais, maintenant que je le raconte un petit peu aussi sur les réseaux, qu'à chaque fois que je raconte son histoire, à chaque fois que je raconte tout ce qui nous est arrivé, c'est comme si à chaque fois on enlevait un petit peu de poids sur tout ce qui nous était arrivé. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'aide. Je sais que ça va m'aider. Je sais que ça va aussi aider beaucoup de personnes. Et je crois que le fait que ça aide beaucoup de personnes, ça m'aide encore plus moi à l'heure actuelle. Est-ce que tu peux nous redire qui compose ta tribu aujourd'hui? Il y a Agathe qui a 9 ans. Jeanne du coup qui est née, le 1er février 2020 et donc qui va avoir dans quelques jours 6 ans et Victoire, la petite dernière et la plus terrible, mais qui a 2 ans et demi. Voilà et mon mari bien sûr, qui est le pilier de cette famille parce qu'on a toujours l'impression que je suis forte, mais il est encore plus fort que moi, et c'est lui qui tient la famille debout et qui est toujours d'un calme, olympien et voilà, il gère bien les situations. Vous faites une bonne équipe tous les 2. C'est ça. Et toi, tu as grandi dans quelle famille? Enfin, quelle ambiance régnait chez toi? Alors moi, du coup, je suis née de parents qui s'aimaient, hein et malheureusement la vie a fait que, ben, du coup, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Ma maman m'a élevée, pour la plupart du temps, bah, toute seule. Elle a toujours, super bien, géré ça et j'en suis encore extrêmement reconnaissante aujourd'hui. Il y avait aussi dans ma vie mon beau-papa, qui est arrivé dans ma vie quand j'avais, 4 ans et demi, 5 ans, enfin quelque chose comme ça. C'est un peu imagé. Et donc c'était un peu, ben, ma figure paternelle, quoi, hein et sauf qu'il nous a quittés, quand j'avais 11 ans. Il est décédé d'une crise cardiaque et du coup, c'était, voilà, du jour au lendemain, il est parti et on s'est retrouvés de nouveau toute seule avec ma maman, mais elle a continué à gérer, ça très bien pour moi. Mais voilà, on a été un peu duo mère-fille, pendant de longues années.
J'ai une grande sœur, mais D'accord. en fait, on se considère toutes les 2 comme filles uniques parce que ma sœur a 21 ans de plus que moi. Ah oui, un grand Voilà, donc écart. quand moi je suis née, elle était déjà plus, elle habitait déjà plus, au domicile, À la maison, ouais. familial, on va dire, voilà. D'accord, OK. Et est-ce que tu dirais que, ce modèle, enfin ce schéma que tu as eu toi dans ton enfance, ce modèle de maman que tu as eu, a influencé ta parentalité, et ta manière d'être maman aujourd'hui? Ou est-ce C'est qu'au sûr. contraire tu veux te t'inscrire un peu en rupture, de ça? Non, non, c'est sûr, je pense que ça voilà, enfin, elle a toujours super bien cuisiné pour moi et moi je vais faire de même pour mes filles. Enfin, elle a toujours été hyper bienveillante, elle nous a vraiment beaucoup, beaucoup gâtés donc enfin, on voit qu'on n'est pas, mère et fille pour rien. Mmh. Je dirais que jusqu'à l'arrivée de Jeanne, je m'identifiais beaucoup en elle et je pense que de toute façon l'arrivée de Jeanne, ça a tout changé et après je me suis trouvée beaucoup plus faible parce que je gérais beaucoup moins d'autres situations et en même temps la difficulté était tout autre. Mais oui, je pense que je m'identifie beaucoup à ma maman, oui. Et toi, tu as toujours voulu devenir maman? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi, c'était une évidence ou au contraire c'est quelque chose qui est arrivé, plus tard, Ah non, toujours. Enfin Mmh. franchement, moi j'avais toujours dit, si je pourrais être maman à 16 ans, j'aurais été maman à 16 ans. C'est vrai? Plus tôt aurait été le mieux. Alors bien sûr, il faut des bases et les bonnes fondations, on va dire. Donc voilà, après la raison, rattrape tout ça. Mais voilà, avec mon chéri, j'ai tout de suite senti que c'était la bonne personne et je suis tombée enceinte très, très, très rapidement. J'avais eu d'autres histoires avant, hein, mais voilà et je l'ai senti tout de suite, Quelque chose enfin que ouais, tu as ah oui, ressenti très jeune, ah ouais, oui, oui, oui. OK. Et comment vous êtes justement rencontrés avec Jonathan? Et ben, histoire un peu, un peu folle non, mais en fait, moi je suis un j'ai un diplôme dans la petite enfance, donc je devais travailler en crèche, mais je trouvais pas de travail, en crèche à cette période-là. Donc j'ai pris un travail à la poste en tant que factrice et mon mari est facteur. C'était le premier pas les voitures jaunes, quoi. Et la question des enfants entre vous 2, elle est arrivée rapidement, ça a été, pareil, un sujet facile à aborder? Vous étiez sur la même longueur d'onde? Pas du tout? Voilà, comment c'est venu? Beh, en fait, ouais, complètement sur la même longueur d'onde. En fait, c'est bizarre, mais je suis tombée enceinte, environ 5-6 mois après notre, Ah ça a été ouais. hyper rapide. Ah oui, oui, hyper rapide. Ah ouais. Ah des Alors, premiers c'était pas voulu hyper rapidement, mais en non, fait, moi, comme je prenais la pilule et cetera, je m'étais dit: «Bon, je l'arrête». Tu sais, quand on prend la pilule, ça met longtemps et cetera à arriver. pareil, c'est toujours quand on dit ça et bim. Voilà. Non, mais moi, pour les 3, hein, je pense que j'avais pas intérêt d'oublier ma pilule, quoi, tu vois? D'accord, OK. Bon, bah, écoute, au moins donc ouais, sur les chapeaux de roue, c'est arrivé hyper rapidement. Et toi, comment tu as vécu, cette, 1re grossesse, avec en attendant Agathe? Et bah, alors très, très bien, franchement, trop, trop bien. Alors pour moi, c'était juste un peu difficile parce que, juste avant cette grossesse, on a eu un accident de moto avec mon mari, enfin mon mari maintenant, mais qui n'était pas mon mari à l'époque. Et en fait, du coup, j'ai eu une grosse blessure à la non, Ah, non, juste avant c'est de parce tomber que du coup, avant de tomber enceinte, on a eu un gros accident de moto et j'ai eu la cheville complètement détruite et en fait, j'ai été en arrêt. Sauf que vu que j'étais en arrêt en tant que CDD, tu te doutes bien qu'ils ont pas renouvelé mon contrat. ouais. Sauf que moi, alors tu vas vite comprendre que ma vie actuelle, elle colle pas du tout avec mon tempérament, mais d'être à la maison, c'est pas du tout mon truc. Mmh. Et donc j'ai bien vécu cette grossesse sur le fait de porter un bébé, de connaître toutes les premières fois de la grossesse et cetera, c'est juste magique. Les échographies, entendre le cœur et tout, enfin, c'est juste des moments, juste fous. Mais par contre, d'être à la maison, tu sais, quand tu as ton mari qui rentre du travail, qui est crevé de sa journée, mais qui lui veut pas bouger de la maison et toi, tu as pas bougé de la journée et toi, tu veux bouger de la maison, tu vois? Et du coup, c'était un peu c'était on va dire la seule chose qui était difficile dans cette grossesse, c'est que je l'ai vécu à la maison et que c'était long, quoi. C'est ouais, c'était long, ouais. Tu t'es Voilà. sentie peut-être un peu isolée, dans Ouais, c'est ça, je suis tombée enceinte en janvier en plus, donc ben, il y a quand même déjà tout l'hiver à finir. Chez nous, dans le nord, les beaux jours mettent du temps à arriver, donc enfin, voilà, c'était un peu long. ouais, c'était un peu long, mais quand même physiquement, la grossesse s'est bien passée. Tu as pas eu de complications et tu as bien Bah, vécu les mais maintenant, je sais que finalement, en fait, Agathe est née à 35 plus 6 SA, et en fait, je pense que je savais juste pas ce que c'était des contractions et je savais pas que j'avais un utérus contractile, enfin, voilà et j'ai dû avoir des contractions, mais pour moi, c'était normal, enfin, ouais, moi, j'étais enceinte, donc forcément, j'avais des trucs, quoi, tu vois, en plus et c'était pas ouais.
bon voilà, Tu pas rien de grave, ouais, voilà. rien de grave, mais en tout cas, je pense que j'aurais dû faire plus attention et pas du tout. Enfin, moi, j'ai toujours été hyper speed, donc je pense que ça a pas aidé. Et donc Agathe est arrivée. Comment s'est passé, enfin, comment se sont passés ces premiers, je sais pas, ces premiers temps, ces premiers mois, à 3? Comment vous avez vécu, ce chamboulement? Parce que Mon mari, s'est fait retirer le permis, le jour même de la naissance d'Agathe, quoi, pour 5 mois. Pour un facteur, ne plus avoir le permis, c'est un petit peu compliqué. Mmh. Ils l'ont mis sur une tournée, voilà et en fait, il a pas pu avoir son congé paternité, donc je suis rentrée à la maison toute seule et j'ai pas eu, tu sais, ce fameux 15 jours un peu Oui, de oui. cocon, de truc Ouais. où tu es un peu non Non? Ouais, et du coup, tu as enchaîné. il l'a eu au bout de 4-5 mois, quoi. Ouais. Voilà. Ah Mais ouais. sinon trop après Mais donc après tout ça, ouais. c'est franchement, c'était même déjà pendant, je pense qu'au final, ça m'a peut-être appris tu vois, pas dépendre de l'autre, tu vois? J'ai tout de suite, géré les matins toute seule, tout de suite géré les choses comme ça Mais et je ça pense que justement t'a après pesé? Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a pas pesé? Bah, non, Non. non et en plus, je pense que ça m'a aidée pour le quotidien de maman fois 2, maman fois 3, tu vois? Enfin, quand tu te lèves et que tu dois directement, alors que tu viens d'accoucher, gérer un matin, gérer, des choses, je pense que tu as pas le choix déjà. Donc en fait, nous, en tant que maman, je pense que quand on n'a pas le choix, bon, on se dit: «Ben, tu as pas le choix en fait, donc tu y vas». Mmh. Et heu et je l'ai fait et au final, non et même après, j'ai même trouvé du positif parce que je me suis dit: «En fait, il a eu ses 3 semaines, mais il a eu ses 3 semaines quand Agathe, elle était beaucoup plus éveillée». Tu sais, un nouveau-né, au début, ça dort beaucoup. Bah C'est beaucoup sur toi, oui. Mmh. c'est pas trop dans 2 mois. En fait, le compliqué, c'est 2 mois et demi, 3 mois quand ils commencent à vraiment être un peu plus éveillés, qu'ils Ouais. pleurent parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils ont et ben, au final, c'est vers là, tu vois, qu'il a pu avoir ses jours et c'est en fait, c'était un positif. Finalement, ouais. Ouais, Ah, ça a été, on va dire, un mal pour un bien. On va le prendre c'est ça. comme ça, mais ouais, tu ouais. Et du coup, vous avez vite, parlé du 2e, comment pareil, la conversation est arrivée? Bah, pour le coup, pas tellement parce qu'après on a eu projet maison, Ouais. donc acheter une maison, des travaux et cetera, donc on a dû forcément se mettre, c'est vrai que notre famille idéale, on va dire, on aurait bien voulu avoir un 1er et puis avoir dans les 2 ans après, tu vois? Pour qu'il y ait pas beaucoup d'écart. Ça, c'est toujours ce qu'on imagine et après il y a la réalité, donc il y a eu la maison, la vente qui a mis beaucoup plus de temps et donc nous, au final, on a fini les travaux et cetera et seulement après on a relancé le projet bébé. J'ai attendu aussi de retrouver un travail. Ouais. Après tout ça, parce que enfin, j'ai retrouvé un travail, rapidement en fait, parce qu'aux 4 mois d'Agathe, j'ai retravaillé tout de suite. J'ai retrouvé enfin un travail en crèche, donc j'ai Mmh. enfin commencé, là où je voulais travailler et puis voilà et puis, Jeanne, est arrivée pareil, hein, au bout d'à peine un mois, au bout d'à peine un mois d'arrêt de pilule, hein, Ouais. voilà et voilà et ils sont trop contents, enfin, Ouais, trop, trop bien. trop bien. Et du coup, tu étais dans quel état d'esprit, pour cette deuxième grossesse? Toute folle, encore plus folle que la première quoi. Enfin, je faisais des tests tous les 2 jours, je voulais voir les barres s'éclairci se foncer, enfin trop, Ah trop ouais? contente, Ouais. trop, trop contente et en plus, j'avais du monde à qui partager tout ça parce que tu vois, pour Agathe, quand j'ai eu mon test positif, je travaillais plus, donc j'étais toute seule. C'est sûr que j'avais ma maman et cetera, mais tu as pas tes copines, tes collègues et cetera et là, je pouvais partager ça avec beaucoup plus de personnes et je trouve que la joie de la maternité, quand tu la partages, elle est hyper intense, enfin, Ouais. C'est un peu décuplé, ouais, ouais, c'est ouais. chouette, ouais. Et alors comment s'est passée du coup cette, 2e, grossesse? Et bah, du coup, bien, au début aucun souci. On nous annonce, à l'écho T1 d'ailleurs que c'est à 80 une petite fille. Bon, on s'y attendait. Je sais pas pourquoi on a toujours su, on s'est toujours dit: «On aura que des filles, c'est pas possible», Ah ouais? on ne voyait pas avoir de garçons, enfin et au final ça se confirme avec la troisième, hein. Ouais, c'est ça. Mais comment ouais, donc petite fille, tout allait bien et cetera. Bon, déjà des petites contractions et donc voilà, ça a été un peu surveillé, mais mon col bougeait pas, je faisais attention. C'est sûr que j'allais pas porter, toute la journée, mais voilà, j'ai juste arrêté mon travail assez rapidement quand même, vu qu'en crèche on Bah, vous êtes beaucoup porte, beaucoup. portée, J'ai ouais. dû arrêter le travail, à mes 3 mois et demi, 4 mois de grossesse et puis voilà, super bien franchement, jusqu'à la 29e semaine, tout Ouais, s'est bien passé. ouais. Et du coup, à quel moment, enfin, toi, c'est toi qui as ressenti que quelque chose n'allait pas? Enfin, comment ça s'est passé? Non, pas du tout, c'est un rendez-vous de contrôle justement pour mes contractions où normalement ils mesuraient que mon col, hein, donc avec, tu sais la sonde, où on regarde même pas le bébé là, hein, la sonde, par le directement en voie vaginale quoi Mmh. et en fait, ils mesurent mon col et elle dit: «Mais» et en fait on voit, tu sais, on voit quand même le ventre à travers, même si c'est par le bas. Mmh. Elle dit: «Mais il y a beaucoup trop de liquide là, c'est vraiment bizarre».
Donc là, elle repasse, à l'écho, sur le ventre et elle dit: «Mais écoute, moi j'ai que, un appareil à écho, on va dire, pas très performant. Ouais. Prenez un rendez-vous avec votre autre sage-femme parce que là, il faut vérifier, soit il y a un diabète de grossesse qui fait que vous avez beaucoup trop de liquide, soit il y a un problème, quoi. Donc il va falloir, aller vérifier ça et faire le test de gros Liquide amniotique, diabète». c'est ça? Ouais, il y avait trop de liquide amniotique. D'accord. Ouais, en fait, il y avait trop de noir, tu vois? Ce noir Oui, autour du sur les bébé, os. ben, en fait, on voyait que ça. On voyait que du noir, que du noir, que du noir. OK, et donc du Et coup, tu as pris rendez-vous avec ton autre sage-femme qui avait un ouais. mari plus perfectionné? Et là, tout a basculé en une journée, en fait, parce que je vais dans le cabinet et j'avais mes résultats du test du diabète. J'en avais pas. Ouais. Donc déjà, ça enlevait cette hypothèse-là et en fait, elle pose la sonde et tout de suite, elle me dit: «Je vois pas son estomac». Ah oui. Bah, du coup, moi, je lui dis: «Ben, peut-être qu'elle a juste pas bu ou qu'elle a pas enfin, Oui, qu'il y a qu'on le voit pas à ce moment-là, quoi». Elle me dit: «Non, parce que quand on voit pas l'estomac plus, avoir trop de liquide amniotique, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas bon signe, quoi». Elle est restée longtemps parce qu'elle s'est dit peut-être qu'à un moment donné, pendant l'écho, on va la voir déglutir ou non, ça s'est jamais passé. Donc elle me dit: «Écoutez, moi, là, ça dépasse mes compétences». Là, tu étais toute Donc seule ou Jonathan était là? il était là, il était avec moi. J'avais demandé qu'il soit là, il était pas là quand elle a vérifié mon col, les 2 jours avant, mais là, j'avais demandé qu'il soit là, et en fait, elle m'a dit: «Là, il va falloir aller dans un hôpital de niveau 3, aller en diagnostic anténatal». Alors, tous des mots que tu comprends pas, diagnostic anténatal, enfin, Et toi, tu et je ressens dis: «Mais quoi du» à ce moment-là? bah, figure-toi qu'à ce moment-là, je me sens forte, enfin, je me dis: «Mais enfin, ça va être quelque chose, oui, enfin, c'est normal, il faut vérifier, il y a peut-être un petit quelque chose et puis voilà, enfin, voilà». Elle était pas Et en inquiète? fait, bah, jusqu'à temps qu'elle me pose le mot et qu'elle me dise, à la fin du rendez-vous, donc on est resté vraiment très longtemps quand même, hein, pour voir si elle déglutissait et à la fin, elle me dit parce que moi je pose beaucoup de questions et je lui dis: «Mais vous pensez à quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est la probabilité qu'elle ait, quelque chose, de grave, quoi?» Elle dit: «Ben, moi je peux pas vous assurer», mais elle dit: «Là, tout fait penser à une atrésie de l'œsophage» et du coup, ben, OK, puis sur le coup, je pose pas de questions, enfin un peu, je me dis: «OK, atrésie de l'œsophage». Je pense que mon cerveau l'a retenu et bien sûr ce que j'ai fait arrivé dans la voiture, Bah, j'ai tu as tapé fait atrésie de l'œsophage, sur Google et là l'horreur en fait, ouais. l'horreur et en fait, maintenant, et c'est vraiment ce message aussi que je veux faire passer et quand je raconte mon histoire, je trouve que c'est important de le dire, ne pas aller sur les forums, enfin Mmh. se rapprocher d'associations qui œuvrent pour les malformations-là ou pour les maladies-là, mais ne pas regarder sur les forums. Les forums, c'est toutes les mamans en détresse comme moi qui vont sur le forum, qui parlent de leurs choses et donc au final, c'est un amalgame de choses négatives, mais il y a jamais quelqu'un qui a du positif qui va aller le raconter sur un forum. Ouais, bah, oui. C'est que alors que dans les associations, ils ont des recueils avec tant de naissances qui se passent bien, tant d'autres qui des Oui, il y a probabilités, des choses des comme ça. statistiques, des probabilités qui sont, déjà plus précises et surtout, bah, chaque situation est regardée aussi, de manière individuelle. Là, tu essaies de te retrouver dans un mélange de messages, ou de Ah ouais, puis c'était que du négatif. stress, quoi. Bah, oui. Voilà, que du négatif et puis, ben, après il faut attendre, hein, les 4 jours. Alors c'est très rapide, hein, pour aller en diagnostic anténatal, mais il faut Mais attendre les c'est 4 long. jours avec tout ça. Ouais, Ces 4 jours, avec Jonathan, vous étiez comment, quoi? Parce que c'est j'ai fait que pleurer. tu m'étonnes. Ouais, j'ai fait que pleurer parce que je voyais opération à la naissance, 1 mois de réanimation, enfin et en fait, en dehors de ça, moi je me disais: «Mais comment je vais faire avec Agathe? Enfin, elle aura que 3 ans, et demi. Enfin, comment je vais faire pour lui dire: «Maman, elle va partir à l'hôpital, mais elle va pas revenir». Enfin, est-ce qu'il faut que je lui dise? Enfin, en fait, je me projetais déjà, mais très, très loin, quoi, alors que j'étais à 29 semaines, quoi, donc Ouais, et Jonathan, lui, il a réagi comment quand il a appris? et ben, pour lui, elle avait rien et jusqu'au bout, pour lui, elle a en fait, il s'est mis des œillères, mais complets et moi, j'aimais pas ces œillères-là parce que ça me faisait peur, tu vois? Je me disais: «Mais lui, il va se prendre une trop grosse claque à la naissance, enfin, ça va être trop violent, ça va être trop méchant». Il faut qu'il se prépare, même si j'entendais qu'on pouvait garder cet espoir de 50-50, mais pour lui non. Pour lui, il y avait rien. Il y avait même pas 50-50, Non, c'était, il elle aura rien. ouais. Elle aura rien, elle va naître, tout va bien aller, on va rentrer à la maison, elle ira bien. Mmh. Donc là, on vous avait dit c'est 50-50, quoi. Il y a, en gros, une chance sur 2, qu'il y ait un souci. Non, on nous a même pas tellement dit ça, en fait, parce qu'on a été en diagnostic anténatal, ils nous ont bien confirmé, la suspicion d'atrésie de l'œsophage, en nous disant bien qu'avant la naissance, ils pourraient pas avérer cette malformation parce qu'en fait, jusqu'au passage de la sonde,
dans la bouche quand ils aspirent, tu sais, les sécrétions des bébés. Si la sonde, elle bute, atrésie de l'œsophage, si elle descend, c'est pas atrésie de l'œsophage. Donc c'est le test qui le tout premier Qui test qui est fait confirme pour l'atrésie. donc le bébé ouais, d'accord. Et en dehors de ça, après son premier rendez-vous, ils nous disent: «Oui, mais souvent, comment les atrésies de l'œsophage sont liées à des trisomies, 21, 18 et cetera. Est-ce que vous voudriez faire une amniosynthèse?» Donc Et ça, du c'est à ton coup rendez-vous, on te dit tout ça, dans le rendez-vous qui a eu lieu 4 jours après, ouais, c'est ça, le rendez-vous c'est avec ça. la sage-femme. Et moi, je leur parle de mon problème de contraction, comme quoi je suis quand même suivie pour, un utérus très contractile. Mon col, il tient, mais il est pas non plus hyper long. Enfin, je dis: «Moi, qu'est-ce que ça va pouvoir me donner, enfin nous donner?» je j'ai du mal à parler toujours au et bien sûr, j'inclus toujours mon mari, mais je parle toujours, ça se fait pas, à la première personne. Enfin, qu'est-ce que ce diagnostic va de la myosynthèse va pouvoir me donner? Ouais. Et au final, ils me disent: «Ben, s'il y a une trisomie ou pas et cetera». Et je dis: «Vous pourrez même pas confirmer la l'atrésie de l'œsophage?» «Non, non, juste il y a une trisomie ou». Mais je dis: «Nous, s'il y a une trisomie, enfin, on était d'accord». Moi, j'en avais déjà parlé avec, Tu en parlais avant? Ouais. ouais, j'avais besoin d'en parler avec lui parce que je voulais savoir moi, ça m'aurait jamais gêné et je pensais que lui, ça l'aurait gêné d'avoir un enfant avec une trisomie 21 et non. Alors Vous en avez parlé là, à ce moment-là, ou c'était une conversation que vous aviez avant déjà eue avant? Ouais, d'accord, OK. ouais, avant, bah, là avec Agathe, en fait Mmh. et on s'était toujours dit: «Peut-être que si on nous l'annonce au moment du test», tu sais, quand c'est vraiment très précoce, 8-9 semaines, là, quand on fait le test de la trisomie, peut-être qu'on réfléchirait, mais en tout cas, qu'une fois que le bébé, Plus ouais. avancé. Moi, j'avais toujours dit à Joe: «J'aurais trop du mal si je sens déjà mon bébé bouger et que j'ai déjà établi un lien avec, mon bébé, de dire on enfin, parce que tu as un handicap, on enfin voilà». Et je respecte chaque choix, mais en tout cas, nous, voilà, c'est ce Oui, et il était d'accord avec moi bien et sûr. voilà, il était d'accord Donc là, on te avec mon dit en gros amyosynthèse, ça te permet de te dire, bah, oui, si oui ou non il y a une trisomie, mais ça pouvait pas confirmer ou infirmer, ou en tout cas, confirmer de manière sûre s'il y avait cette atrésie de l'œsophage, c'est ça le ouais, c'est ça. Et donc en fait, on a refusé. Ouais, on a refusé de faire la myosynthèse et à la fin du rendez-vous, ça a terminé par: «On vous proposera quand même l'IMG». mmh. Tu vois? C'est tout de suite négatif et je trouve que c'est le seul, la seule chose que je trouve dommage à l'hôpital et de même qu'avec le handicap, c'est qu'on préfère toujours prévenir et prévoir le négatif au pire, plutôt que de enfin alors je comprends qu'il y a une histoire de tu sais de se protéger niveau médical, mais c'est trop violent en fait. Pour des parents, c'est trop violent. Enfin, il y en avait Après, je pense que c'est aussi pour donner peut-être, tu sais, la photo globale de ce qui peut arriver, et c'est vrai que, bon, oui, faut tout savoir, mais c'est oui, c'est effectivement un côté hyper négatif, ouais voilà, enfin tout sur le même rendez-vous en moins d'1 heure, tu vois? Ça fait vraiment, bam, ouais, bam, et ouais, bam, tu c'est dur à encaisser, quoi. ouais, alors nous, ça va qu'on était déjà on avait déjà réfléchi à plusieurs, choix, à plusieurs hypothèses. Moi, je me dis les couples qui tombent là-dedans sans en avoir parlé avant et cetera, enfin, ça doit être hyper dur, quoi. Comment s'est passé, donc après avoir eu, ce rendez-vous, et le fait que vous ayez refusé, la myosynthèse, quelle a été la suite, je sais pas, du suivi de ta grossesse? Comment ça s'est Ça passé? En fait, assez classiquement, on va dire, quand il y a un suivi en anténatal, on a eu des rendez-vous tous les mois pour regarder si la petite, donc toujours dans ce gros hôpital, hein, donc qui était assez loin. Et puis voilà, ça a été voilà, moi j'ai commencé à vraiment, lever le pied sérieusement parce que j'avais vraiment beaucoup de contractions, donc beaucoup allongée et cetera, voilà. Et tout s'est un peu accéléré, et ben, fin décembre. Mais les contractions, ça avait rien à voir avec le ah, on sait pas. Ah, tu sais Et pas. ben, en fait, alors, les contractions de base, non. Mmh. Celle que j'avais à 3-4 mois de grossesse, ça n'avait rien à voir avec, l'atrésie de l'œsophage et donc cette hydramio, c'est comme ça qu'on appelle l'excès de liquide amniotique. Mais par contre, celle d'après, qui était beaucoup plus intense et qui agissait sur le col, là, par contre, c'était lié, au fait que j'avais beaucoup trop de liquide amniotique et donc un rhum beaucoup trop gros et donc enfin voilà, l'utérus qui grossit anormalement et donc qui provoque beaucoup de contractions et donc j'ai été, hospitalisée, entre Noël et Nouvel An, en 2019 du coup, et et là donc 1re grosse hospice parce qu'on a dû me mettre sous, Tractocil,
C'est une perfusion pour arrêter les contractions, une première cure, on arrête. Au bout de 48 heures, on voit si ça va. Ça n'a pas été, donc j'ai enchaîné une deuxième cure et puis ensuite ça a été mieux, donc on m'a mis en hospitalisation à domicile. Donc avec un traitement, hein, avec des cachets qui s'appellent Adalat. Comme ça, il y a peut-être des femmes qui vont dire, que ça rentre dans leur parcours. C'est pour arrêter les contractions, mais de façon médicamenteuse et j'avais, la sage-femme qui venait à la maison, tous les 2 jours et donc elle faisait monito, toucher vaginal s'il y avait besoin pour vérifier le col, des analyses, des prises de sang, enfin voilà, une hospitalisation mais à domicile, quoi Mmh. et donc j'ai tenu comme ça, sans m'inquiéter, on va dire et de façon assez stable jusqu'à mi-janvier et à mi-janvier, je reçois un appel donc de l'hôpital, Mmh. et ils me disent, «Donc ça y est, on a votre date de déclenchement, ce sera le 14 février». Alors, je me dis: «D'accord». Alors déjà dans ma tête, je me dis: «Super, c'est la Saint-Valentin, génial». Vous annoncez: «Oui, bonne Saint-Valentin, votre fille va se faire opérer, c'est génial» et bon, au final, eux, ils s'en fichent de ces dates-là, mais nous, ça nous a marqué ce 14 février. Et dans ma tête, en même temps de me dire ça, je me dis: «Mais jamais je vais tenir jusqu'au 14 février». Enfin, je veux dire, déjà là, si je tiens à chaque fois un jour de plus, c'est magnifique et en fait, moi, dans ma tête, c'était pas: «Je dois tenir pour la prématurité», c'était donc oui, il y avait ça, mais je dois tenir pour qu'elle soit assez forte pour subir l'opération de la naissance. Parce que pour moi, c'était sûr. Pour moi, alors contrairement à mon mari, lui, Oui, ouais, c'était toi, ton mari, elle avait rien, mais toi, on était tu les opposés. ouais. Les opposés, vraiment. Et ça Enfin, a pas créé des tensions ça, non, alors, on va dire que j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel. Genre, c'est-à-dire, moi, je peux m'énerver tout ce que je peux de mon côté. Ça lui Lui, fait c'est le rien. calme olympien, Ouais, quoi, tu vois? Presque ouais. des fois son ça m'énerve qu'il s'énerve pas. Mais énerve-toi, bon sang. C'est ça, des fois, je dis: «Mais Et du coup, pourquoi ça?» peut-être que toi, du coup, enfin, vous vous équilibrez, Je quoi. pense que c'est ça et heureusement parce que moi, je suis tellement le contraire et je suis tellement, montée sur 220 et donc voilà et en fait, j'ai tenu, donc là, quand ils nous ont annoncé ça, on devait être mi-janvier. Donc le 31 janvier, tout s'est un peu accéléré parce qu'en fait, l'hôpital, avait décidé que j'arrête la Dalat, donc ce médicament-là qui me stoppait mes contractions. Pas totalement, mais suffisamment pour maintenir, Jeanne au chaud. Mmh mh. Ils m'ont dit: «37 semaines pile, on arrête». Bon. J'ai arrêté mon médicament à midi Mmh. À midi. et à 19 h, j'avais des contractions. Mais des contractions, tu sais les contractions, tu te dis: Ouais, ouais. «C'est là, c'est maintenant» Ah, et puis moi, j'arrêtais pas de me dire: «Il faut pas» parce qu'en fait, le risque quand tu as trop de liquide amniotique, c'est que si tu perds les os et que, il y a un membre de la petite qui se présente avant la tête, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'elle pourrait perdre son bras, tu vois? Le bras resterait dehors et le bras n'aurait plus de circulation et puis enfin, en fait, il faut pas perdre les os, en dehors de l'hôpital, quoi. C'est ouais. trop risqué Ouais. avec un hydramnios, qui est Mmh. important en plus. Enfin, moi, j'avais un gros, gros, gros hydramnios et alors, génial et là, tout se passe bien et cetera. J'ai perdu les os, enfin, elle a dû me percer la poche des os et là, elle perce la poche et je la pauvre sage-femme, je l'ai mais j'ai inondé la salle d'accouchement, quoi. Mmh. Elle a dû changer 3 fois. C'est là que mon mari, il s'est dit: «OK, c'est pas normal». Mmh. Tu vois? Là, il s'est dit: Là, «Il y il a y a quand même quelque quelque chose chose. de pas normal, quoi». Mmh. Parce que certes, on en rigolait et cetera, mais Jeanne, elle appuyait pas contre le col, il y avait de l'eau partout. Il devait appuyer sur mon ventre, tu vois? Pour Mmh. que Jeanne appuie en bas, il Mmh. devait être à 2 sur mon ventre en train de l'appuyer pour qu'elle appuie sur le col, enfin, rien de normal. Quand on a vécu un accouchement normal avant, on sait que c'est pas tu vois? Que c'est pas logique, quoi. Ouais. Parce que du coup, moi, j'avais quand même demandé, j'avais dit: «Je veux une seule chose, je sais que vous allez devoir partir très vite avec elle pour faire le test, je sais que je pourrai pas l'avoir tout de suite sur moi et cetera, mais je veux que Jeanne ait la même photo que ses sœurs sur moi à la naissance. Je veux pas que enfin que ses sœurs, que sa sœur, maintenant je mets au pluriel, mais que je veux qu'elle ait la même photo qu'Agathe quoi, de moi sur elle quand elle est encore un peu crémeuse, enfin tu vois cette fameuse photo que on a de nos bébés quoi». Et donc ils l'ont fait, mais cette photo, je l'ai supprimée. J'ai pas pu la garder. Elle est pas Mmh. enfin, elle est déjà toute violette, elle est déjà en souffrance, tu vois? Enfin et donc ils sont partis avec elle et c'est là que tout a commencé, quoi. Mmh. Voilà. Ça a été, difficile. Ouais. Et donc là mais oui, mais donc là le diagnostic de l'atrésie de l'œsophage donc a été Il est pas encore posé à l'instant même. ah bah, même oui, puisqu'il devait partir faire ce fameux test, C'est ça. donc ils sont allés le faire.
ils sont allés le faire. Mon mari est parti avec. Ouais. Je lui ai dit: «Écoute, comme ça laisse le temps à la sage-femme de me recoudre. De toute façon, je vous rejoins, enfin voilà, dès que» parce que du coup, là, vu que la péri avait marché, je pouvais pas Oui, bien sûr. marcher. Oui. Donc il part et il m'appelle et il m'appelle quoi, 10-20 minutes après et il me dit: La sonde, elle passe pas. Ouais. La trésie de l'œsophage est bien confirmée». Du coup, Reims est déjà appelé, ils sont déjà en route pour venir chercher Jeanne Ah et oui. là, tu passes de tout va bien, de même si tu savais, même si moi j'étais sûre et que je m'étais préparée et je me suis dit: «Mais en fait, tu es rien, quoi». Enfin, je veux dire, tu as beau t'être préparée, tu as beau du je Je prends quand même en pleine, j'ai vécu en lévitation, ouais. je sais pas, cette journée-là entière, c'est sûr, parce qu'en plus cette journée-là, elle a été affreuse. Enfin, j'ai pu enfin rejoindre Jeanne en néonat. J'ai à peine pu en fait, elle sonnait de tous les côtés, elle supportait pas parce que du coup, ils avaient dû mettre une sonde d'aspiration, les lunettes à oxygène parce qu'elle désaturait. Enfin, elle était il y avait des câbles partout, partout, partout et elle pleurait et moi, je me suis dit: «Mais il faut que je la prenne dans mes bras là, elle me veut en fait, enfin, elle vient de naître, la pauvre, et elle est là sur une table toute froide», et ils m'ont dit: «On peut essayer de vous la mettre» et en fait, ils m'ont mis dans les bras. D'ailleurs, c'est la seule fois que je l'aurai dans les bras, pendant au moins un mois, enfin presque un mois, 19 jours. Hem et en fait, elle s'est arrêtée de pleurer, direct et elle était calme, enfin, c'est fou, enfin, je me dis: «Pourtant la pauvre, elle était branchée de partout» et ils me l'ont à peine posée dans les bras et que j'ai eu le temps de c'était j'appuie même pas dire ce moment, il était beau. Enfin, Mmh. j'arrive même plus à décrire ce moment. Je me sens juste vidée et comme là, j'ai pas les mots, en fait, enfin, je savais pas, je regardais même pas mon mari, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Je savais qu'en fait, je pensais déjà à l'après, tu vois? À elle qui part et moi, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais être? Enfin, pourquoi elle va être toute Mmh. seule? Enfin, comment ça va se passer? Jusqu'au moment où le gros chariot du SMUR arrive, donc l'équipe de Reims arrive, vu qu'elle était stable, ils pouvaient la déplacer en SMUR et pas en hélicoptère. Hem et ce brancard, tu vois, on distribue les cadeaux, aux enfants hospitalisés, maintenant avec l'association tous les hivers depuis la naissance de Jeanne et c'est la première fois, là, que je revois ce brancard, cette année, là, en 2025, hein. Ah et Pauline et moi, une amie, qui a vécu ça aussi, on l'a vu toutes les 2 là et ça nous a c'est un chariot qui est, surmédicalisé. Enfin, tu vois, tu as une couveuse sur un espèce de rail, enfin, tout est froid, tu as des pousse-seringues, des machines, et ils te mettent ton bébé là-dedans, quoi et ils le mettent dans le noir, enfin, ils ferment tout et ils te disent: «Ben, voilà, on l'emmène, quoi, au plus vite parce que là, elle va au bloc». Oui. Elle va au bloc, dès qu'on arrive, elle va aller au bloc, dès que le chir est dispo pour l'opérer, quoi Ouais. et quand elle part, Mmh. en fait, tu t'es retenu de pleurer jusqu'à là, tu sais même pas comment d'ailleurs, tu tu même pas essayé de te retenir, enfin, c'est tout ça que tu réfléchis après au fur et à mesure, tu racontes les histoires et notre histoire, c'est que tu te dis: «Mais je me suis pas retenue de pleurer, mais j'ai pas pleuré». Mmh. Par contre, une fois qu'elle est partie, Mmh. tu pleures donc c'est là que tu te dis qu'inconsciemment, de toute façon, on est mère, quoi. Enfin, on se retient toujours de nos sentiments pour protéger notre enfant et je pense que je voulais inconsciemment, ben, pas la stresser de tout ce qu'elle allait vivre, quoi, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc moi, tout de suite, par contre, j'ai demandé un tire-lait. Enfin, tu vois, toutes ces choses où je me dis: «Mais comment j'ai fait?» Enfin, dans la situation où j'étais, comment j'ai fait Avoir pour me ce dire: «Mais il me faut un qui est tire-lait». Tu ouais, vois? ouais, c'est ça. Donc On t'a pas proposé, c'est venu de toi? Ouais. ouais, j'ai demandé un tire-lait, j'ai dit: «Il faut que je tire mon lait parce que là, normalement, elle aurait dû avoir sa première tétée, enfin, ça Mmh. devrait commencer et cetera». Donc j'ai tiré mon lait, je suis remontée dans la chambre, il devait être, à peine 10 heures. Mmh. J'ai dû tirer mon lait à 11 heures pour la première fois, Mmh. alors qu'elle était née à 7h50 et ben, j'attendais que enfin, après il y a Agathe qui est arrivée. Dur aussi parce qu'elle a pas compris, alors que Et pourtant Agathe, vous l'aviez préparée? Vous lui en aviez parlé un ouais, petit peu? ouais, moi je Avant? lui avais dit Mmh. qu'il y avait des chances que moi je rentre pas tout de suite, que Jeanne rentre pas tout de suite, qu'elle soit opérée, qu'elle soit à l'hôpital, qu'on soit des petits moments sans se voir, mais qu'elle pourrait toujours me voir quand elle veut ou m'appeler et cetera et je pense qu'elle a compris vraiment ce jour-là et du coup, bah, mon mari lui devait rester avec Agathe parce qu'on n'allait pas partir tous les 2 là-bas. Enfin, je voulais pas, traumatiser ma première. Je lui ai dit: «Écoute, moi ma place elle est près de Jeanne, je viens d'accoucher. De toute façon, je peux pas, rentrer à la maison et gérer le quotidien. Donc Mmh. moi je vais suivre Jeanne. Au moins là-bas je serai en maternité. De toute façon c'est ma place et toi tu restes avec, Agathe». Enfin voilà et donc lui il est arrivé ici, il y avait toute la famille qui était là.
tout le monde est venu, ses parents, son frère, sa sœur, ma mère, ma sœur, tout le monde était à la maison et tu vois, après coup, au final, c'est moi qui l'ai forcé à prendre cette décision et je l'ai tellement mal vécu. Mmh. D'être là-bas, d'être toute seule, d'arriver en maternité où il y a tous les bébés qui pleurent, moi toute seule dans ma chambre. En plus, ma fille était en réa, je pouvais pas aller la voir parce que quand on arrivait avec l'ambulance qui me transférait, on m'a dit: «Votre fille vient de partir au bloc». Donc j'ai même pas pu la voir avant qu'elle parte au bloc Mmh. et après ça a été horrible parce qu'elle est partie au bloc à 5 heures et j'ai eu des nouvelles d'elle à 22h30. Ah ouais. Donc à part tirer mon lait et appeler mon mari en pleurs, j'osais que ça, quoi et j'entendais tout le monde parler à côté de lui. Il y avait même des gens qui rigolaient et tu vois, moi, je le prenais trop mal parce que je me disais: «Mais comment ils peuvent rigoler?» Enfin, moi, j'étais tête dans le guidon, quoi, tu vois? Alors que eux, c'est sûr que la vie continue, tu vois? C'est comme quand tu passes un deuil et que, bah, il y a des moments où on rigole et c'est normal, on vit, en fait et j'arrivais pas à avoir Ce recul, ce recul mmh, et me dire: «Mais putain, mais ils sont en train de vivre là et moi, je vis pas, quoi. Enfin, je suis en train de mourir là de faire quoi, ouais. trop peur, quoi. Enfin, Mmh. trop peur qu'on m'appelle et qu'on me dise qu'elle est pas qu'elle y est restée parce que je savais que c'était une opération avec un pronostic vital engagé donc puis 2,3 kg et 43 centimètres donc tu te dis, c'est tout petit, quoi. Ouais. Donc on m'appelle enfin à 22h30 pour la rejoindre en réanimation et puis, ben, ça a continué, quoi, hein. Le pneumologue m'a accueillie en me disant qu'ils avaient eu beaucoup de mal à l'intuber, que ça avait été très difficile, mais qu'ils avaient réussi à raccorder l'œsophage. Donc là, que ça allait être, au moins 5 jours de coma pour que les sutures, elles tiennent et qu'après, ben, voilà, les suites logiques, c'est de la réveiller et que tout se passe bien et tout s'est pas bien passé. Oh là là. Honnêtement, Tu t'apprends que ta grosse opération, déjà ouais. coma, enfin tout ça c'est Ben, ouais, en toi fait, mine de rien, enfin parce que tu dis bon, tu penses à toi, mais toi tu viens d'accoucher, tu es en pleine chute d'hormones, enfin c'est bah, tu es aussi, ah ouais et puis alors la exhaustive quand même, enfin tu et vois? puis C'est tu remontes dans ta chambre, tu as passé, les 5 jours là, en réa, j'y étais tout le temps sauf la nuit. ouais. Je tirais mon lait toutes les 3 heures, donc je remontais dans ma chambre toutes les 3 heures tirer mon lait ou je le faisais en réanimation. Les 5 jours passent et on extube Jeanne. Donc extuber Jeanne, ça veut dire on arrête les médicaments qui l'endorment, on la sort du coma peu à peu et dès qu'il y a les premiers signes de respiration au-dessus de la machine, on enlève Mmh. l'extubation et ben, ils ont dû la réintuber, 1 heure après, 1 à 2 heures après maximum, parce qu'elle savait pas respirer toute seule. Ils m'ont dit: «C'est peut-être trop tôt». Ça arrive des fois et c'est vrai qu'on positivait plutôt à ce moment-là, tu vois? On se disait: «Bon, s'il se dit ça, c'est que ça arrive des fois» et puis j'avais vu là, je m'étais rapprochée de l'association, française d'atrésie de l'œsophage et donc j'avais posté notre histoire et en effet, ils me disaient que ça arrivait des fois de Mmh. devoir réintuber à la première extubation parce que tout était hyper gonflé, ils sont petits, enfin voilà. Sauf que ça s'est produit, 3-4 fois encore après. Je vais pas toutes les raconter parce qu'au final, c'était quasiment à chaque fois les mêmes choses. On Mmh. l'extubait. Le plus longtemps qu'elle est tenue, c'est 12 heures. Mmh. Jusqu'au moment où, bah, du coup, la dernière, réintubation, ils ont dit: «Mais il y a un problème. Mmh. Enfin, il faut qu'on trouve le problème» et ils ont pas trouvé le problème. On a eu des diagnostics horribles et donc on a enfin trouvé ce qu'elle avait le 18 du février, et en fait, elle avait les cloisons nasales, imperforées. Donc un bébé respire uniquement par le nez et elle, d'un côté, ça passait assez bien, mais de l'autre côté, ça passait quasiment pas et vu qu'un bébé respire uniquement par le nez, bah, forcément, la pauvre enfant, dès qu'on la dextubait, ben, elle était en détresse respiratoire parce qu'elle luttait et elle voulait respirer, mais elle y arrivait pas. Donc ils l'ont opérée, du nez et c'était une grosse opération quand même parce qu'ils devaient forer, donc c'est horrible, hein, mais l'os, en fait et aller, forer toute la cloison nasale et poser des canules. C'est comme des grosses pailles un peu rigides qui vont ressortir au niveau de son nez et qui vont aller jusqu'en fond de gorge pour tenir ouvert parce que s'ils laissent ça comme ça, ben, ça va se refermer vu que c'était et donc à partir de ce moment-là, donc le lendemain de cette opération-là, ils l'ont extubée et elle a enfin pu, être sortie du coma. Donc à 20 jours de vie, elle a enfin pu ouvrir les yeux et on a enfin pu, commencer à la voir un peu bouger réellement parce que bon, pendant le coma, il bouge un peu mais c'est pas c'est ils sont endormis, quoi et puis voilà, s'en est suivi, bah, après forcément des longs jours et des longs mois à son chevet, pour attendre qu'elle se «rétablisse» entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'elle Toi, à commence à se l'hôpital, passer vous de êtes son restés combien de temps du coup? on est resté en tout 3 mois à l'hôpital.
Ouais, c'est 3 mois, ouais. pas mal. Donc en dehors de ça, après, il y a eu les diagnostics des généticiens qui ont voulu venir faire des prises de sang. Ça, on aura eu la réponse, juste avant notre sortie. Ils ont voulu la nourrir au biberon, mais c'était impossible. Enfin, moi, j'ai appelé sa chirurgienne et j'ai dit: «Venez, on donne un biberon, on peut pas. C'est Mmh. du gavage d'eau, enfin, c'est pas possible, elle peut pas boire, elle y arrive pas». Donc ils lui ont posé une gastrostomie. Elle a eu une autre opération pour le reflux et on est sortis à ces 3 mois avec un diagnostic, lourd. Mmh. En plus de tout ce qu'on avait vécu, on nous a annoncé que Jeanne avait une délétion chromosomique au niveau du chromosome 1 et donc on nous dit, ben, que c'est la seule en France. Ah oui. Donc il y a aucune donnée et on pourra pas nous dire alors on nous dit: «Bon, il y a des délétions proches, telle ci, telle là, 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 donc ils ont ça, 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 donc c'est probable que votre enfant est pareil vu que les délétions sont proches, mais on peut pas vous garantir parce que c'est pas les mêmes gènes, parce que c'est pas les mêmes informations qui sont enlevées, au chromosome». C'est là, enfin, j'allais te poser cette question. À ce moment-là, alors, enfin, pendant cette période, est-ce que, ne serait-ce que sur la partie, enfin, le premier diagnostic, là, celui-là, il s'est rajouté. On vous a expliqué un petit peu quelles allaient être, enfin, les conséquences sur votre vie, comment ça allait se passer et cetera? Comment toi, c'était des questions que tu t'es posées à ce moment-là ou tu étais vraiment, focalisée sur, le fait que, bah, un peu au jour le jour, le fait que Jeanne aille bien, tu vois, se réveille? Enfin, dans quel un peu, voilà, quel type d'informations tu as eu à ce moment-là et dans quel état d'esprit toi tu étais? Ouais, de toute façon, clairement, ces 3 mois-là, on les a vécus au jour le jour. Mmh. Moi, j'ai dû être mise sous antidépresseurs parce que c'était trop difficile. Je suis restée auprès de Jeanne, 1 mois complet sans rentrer à la maison. Une seule fois, c'est Agathe qui venait me voir et début mars, j'ai fait, enfin, c'était horrible. Les nuits, je pouvais plus, j'avais des grosses crises d'angoisse. J'ai même demandé à ma mère de venir dormir avec moi en chambre parent parce que j'avais l'impression d'aller de suffoquer, en fait. Il y a des nuits où je devais respirer dans ma couette, enfin, horrible. J'avais des Mmh. crises d'angoisse, je devais appeler la réa, j'appelais la réa 10 fois par nuit, enfin, c'était n'importe quoi. Tout ça pour pas me déplacer parce qu'il y avait quand même, on va dire, 500 m entre ma chambre et la réa et aller sonner, les déranger en pleine nuit, enfin, voilà, c'était contre-productif et pour moi et pour eux. Et en fait, je me suis appris à partir du moment où je suis rentrée pour la première fois à la maison. J'ai dit à mon mari: «Il faut qu'on échange là, il faut que tu viennes un peu à l'hôpital près de Jeanne parce que moi j'y arrive plus». En plus, c'est au même moment où Agathe commence à vraiment trop me réclamer et à me dire, «Moi je veux ma maman, elle me manque». Elle qui a déjà un mini appétit, elle commençait à vraiment moins bien manger. Enfin, tu vois, je pense que tout le monde avait un peu tiré la sonnette d'alarme, quoi. Et puis je pense que vu que Jeanne était «tirée d'affaire» entre guillemets, c'était encore très difficile. Elle avait une respiration très chaotique. On savait qu'on était encore sur un fil, mais elle était plus dans le coma et elle commençait à être nourrie par son nasogastrique, du lait, plus par parentéral, donc plus par les veines. Tu vois, on commençait un peu à s'éloigner du enfin vraiment du moment critique. Je Mmh. suis rentrée et après on a échangé un peu avec Joe jusqu'au jour où je puisse plus du tout y aller. Mmh. C'est-à-dire que, auprès de Jeanne, j'étais devenue néfaste, tu vois? Au point où je pleurais tout le temps. Mmh. Je regardais que le scope, je regardais plus ma fille. C'est-à-dire que, je regardais pas sa couleur et voir si elle respirait bien, je regardais que le scope. C'est-à-dire que c'était des numéros, Jeanne. Si c'était 90, c'était le dramatique, on allait la réintuber. Enfin, je voyais que le négatif et en fait, à partir de là, je me suis dit: «Il faut vraiment que tu vois le jour le jour. Aujourd'hui, ça s'est bien passé et demain, on verra». Et je pense que ça m'a aidée à voir comme ça parce Tu que serais accompagnée par, ouais, ils ont essayé, on va dire. ouais, c'est Ça m'a jamais aidée. Même encore aujourd'hui, on m'a encore proposé de voir des psys. Ce qui m'aide, c'est parler avec des gens qui ont vécu la même chose et parler avec des gens, des psys, tu vois, qui t'écoutent et qui te disent: «Oui, oui, oui, je comprends». Tu as envie de lui dire: «Mais en fait, tu comprends rien du tout. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que je vis alors» et c'est enfin, j'avais envie de leur crier à la tronche: «Sors de ma chambre, tu peux pas comprendre ce que je vis. Ta fille, elle a vécu ça? Non? Bah alors sors de ma chambre, quoi». Je Et je peux comprendre que ça peut aider certaines personnes, mais nous, ça nous a pas du tout aidé. Ni mon mari, ni moi, on voulait voir enfin, on a essayé, hein, parce qu'on s'est dit: «Faut essayer». Déjà, je partais pas positive et je sais que quand on part pas positif dans des choses, souvent ça marche pas. mmh. Mais voilà, ça n'aidait pas. Ça vous correspondait pas à ce moment-là, quoi, ouais. C'est ça. Mmh. Et donc enfin, on avait vraiment vécu ces derniers puis après, il y a le confinement qui est arrivé. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a une multiple difficulté qui s'est rajoutée, c'est qu'en plus, on se faisait contrôler sur la route et qu'on me disait: «Mais pourquoi vous y allez, quoi? Et en réanimation, on s'occupe d'elle». Mais parce que c'est ma fille, enfin, Mmh. presque on me disait que je pouvais pas aller voir ma fille parce qu'il y avait le Covid, qui circulait, enfin,
c'était Walking Dead sur l'autoroute, j'étais toute seule, je pouvais faire, les 180 kilomètres, des fois je croisais qu'une seule voiture, c'était lunaire. C'était vraiment aussi une période, je pense que ça a pas aidé ça. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on pouvait être qu'1 par 1 dans la chambre, pas 2. Mmh. Donc on devait s'échanger, sauf qu'on se voyait déjà plus avec mon mari. On se croisait à l'hôpital Mmh. et donc même ces moments-là, on les avait plus ensemble. Enfin, Ça a été hyper ça a été difficile pour le couple, horrible. j'imagine. Ouais. Ça a été horrible. Je vais dire que ça a été horrible de son transfert, donc du moment où on me l'a enlevé des bras, le 1er février 2020 jusqu'à mi-avril. Mi-avril où vraiment son état, il s'est amélioré, où elle a eu la gastrostomie, où elle a commencé à mieux respirer et cetera. Et puis, ben, après on est sortis, on est rentrés à la maison. Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé à rien, même si les médecins te disent ça et ci, ça. Alors pour l'atrésie, oui, on était préparé à ce qu'elle soit nourrie comme ça, par gastrostomie pendant tant de temps, qu'on allait avoir des contrôles, que ça allait être un petit peu compliqué, peut-être des dilatations tous les temps de temps pour le niveau de son œsophage. Mais la délétion chromosomique, il pouvait nous préparer à rien puisqu'il savait pas. Mmh. Ouais, c'est Donc ça, c'est plus en France, quoi. C'est voilà. donc Jonathan, lui, pendant cette période, il l'a vécu, comment? Il a toujours été d'une force folle. Même des fois, je lui disais: «Mais pleure s'il faut que tu pleures, enfin Donc craque ou». lui, pour le coup, il se disait au départ, «Elle a rien», donc lui, il est quand Ouais. même, Après, il m'a toujours dit aussi qu'il pense que lui, ce qui l'a aidé, c'est qu'il comprend pas grand-chose au langage hyper médical et qu'il s'y intéressait pas. C'est-à-dire que lui, il m'a toujours dit que quand il est là-bas, il regardait Jeanne et qu'il écoutait pas trop ce que les médecins disaient. Il vivait là-bas pour Jeanne et mon problème à moi, c'est que je voulais trop entendre tout ce qui se disait sur Jeanne, ce qui allait arriver, ce qu'il pensait, enfin, je voulais tout savoir, ce qui se disait sur elle, tu vois? Sur son état de santé, sur, les pronostics, sur des choses comme ça. Et je pense que pour le coup, ça l'a aidé, d'avoir plutôt ce tempérament-là, à se dire qu'il se fixait que sur Jeanne. Et après ça a été dur, le dernier mois pour lui a été très dur parce qu'on n'a plus du tout échangé. Mais il me disait que c'était trop dur pour lui parce que certes, c'est un grand calme, mais il bouge tout le temps aussi, il bricole tout le temps et du coup, pour lui, ce qui a été vraiment difficile, c'est de rester sur une chaise toute la journée à attendre, quoi. mmh, Et ça, on n'en parle pas assez, c'est hyper long les journées à l'hôpital, bien sûr. hyper long. Mmh. Et donc là, du coup, vous rentrez après, donc de longs mois, vous vous retrouvez, tous les 4. Comment ça s'est passé? Comment, vous avez mis un peu en place, votre rythme, votre quotidien? Comment sa grande sœur, aussi, Agathe, a accueilli, Jeanne? Enfin voilà, comment tout ça s'est mis Et en ben place? ça a été fou parce que en fait, on n'a pas stressé. C'est vrai? Enfin, ouais, alors Jeanne a fait stresser les gens parce que Jeanne avait une respiration, je te limite, en gros, quand elle respirait, ça faisait Ouais, d'accord, donc toute la journée. ouais, Ça, c'était notre bruit, mais nous, on avait l'habitude depuis qu'elle était extubée, elle respirait comme ça. d'accord. Voilà, c'était la en fait, elle a une trachéo-laryngo-bronchomalacie, donc tout Mmh. son arbre respiratoire est trop mou et donc quand il y a le collapsus, quand ça se colle, ça fait ce fameux bruit de comme ça, voilà. Et en fait, ben, Agathe, bizarrement, en fait, je pense qu'elle avait la chance d'avoir 3 ans et demi et on sait pas ce que c'est la normalité à 3 ans et demi, je pense et elle s'est jamais trop posé de questions. Elle a vu son bouton, on lui a tout montré tout de suite, on lui a montré ses cicatrices, que c'était là qu'elle s'est fait opérer et cetera. Ceux à qui elle a fait le plus peur, c'est ma maman, notre famille, enfin les respirations, ils s'inquiétaient quoi, quoi de l'entendre respirer comme ça. Nous, on revivait quoi. On était chez nous, tous les 2, mon mari et moi, dans notre lit, avec Jeanne en cododo, on avait enfin installé le cododo, enfin, tu sais presque on se mettait des œillères de voir la pompe et de, Ah bah, c'est elle donc en a elle avait une pompe, pour être nourrie. Elle avait encore que ça à ce moment-là en appareillage. Ouais, Elle avait que la pompe pour être enfin, c'est déjà énorme, mais ouais. que la pompe pour être nourrie et moi, je pouvais la nourrir avec mon lait. Mmh. Donc voilà, mais non, Mmh. franchement, ce retour à la maison, c'est bizarre, hein, parce qu'on aurait pu flipper et cetera. Alors je dirais que là où on a eu plus peur, c'est de plus avoir les machines qui la surveillaient. Ouais. Mais moi, j'avais demandé parce que quand on a su qu'on allait rentrer, environ, 1 semaine avant, on nous a dit, comment vous allez rentrer à la maison dans 1 semaine, donc on va commencer à prévoir ça. Donc là, moi, j'ai décidé d'y retourner parce que, en fait, Joe avait déjà appris les gestes de la gastrostomie, mais moi, il fallait aussi que je les apprenne.
Donc je suis retournée là-bas, j'ai pris sur moi et les dernières 24 heures, j'ai dit: «Est-ce que c'est possible de couper les machines? J'aimerais bien déjà vivre 24 heures sans machine ici à l'hôpital» parce que si on me coupe les machines Eh bah, oui, et qu'on sort, directement, tu ben, seras ça va être très pas compliqué. ouais, bien sûr. Donc voilà, mais ouais, non, ça s'est super bien passé. D'accord. Non, mais écoute, c'est super et donc à quoi ressemble, du coup, ce quotidien, avec Jeanne à ce moment-là? Et ben, câlin, à profiter, avec Agathe, à profiter avec elle et à beaucoup de parce qu'elle était nourrie toutes les 3 heures et Mmh. chaque alimentation durait 1 heure, donc ça revient très vite. Ouais. Elle était toute petite, hein, elle est rentrée à 3 mois de vie, mais elle faisait que 3,5 kg, quelque chose comme ça, donc un bébé à la naissance au final, hein et et voilà, beaucoup de médical, mais écoute, j'ai que des bons souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs, de ces premiers mois. On a vécu, on est sortis, en plus on était encore confinés ou à moitié, enfin, mon mari travaillait un jour sur 2. Enfin, trop bien quoi. Enfin, je veux dire, c'était trop bien. On était à la maison avec notre, 1re, on pouvait présenter Jeanne à tout le monde, je pouvais prendre des photos de ma fille sans l'environnement, de l'hôpital, enfin, que du positif quoi. Après 3 mois à l'hôpital, Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce combat, au quotidien avec Jeanne? et ben, après, on va dire que ça s'est, amplifié, au fur et à mesure des années Ouais. parce que Jeanne, jusqu'à ses 1 an et demi, ça a été plutôt bien. Mmh. Toujours sa respiration un peu chaotique, des petits virus qui étaient un peu plus durs à combattre que les autres enfants, mais et la pompe toujours à manier, mais ça, c'était devenu une habitude, j'ai envie de dire. Comme on donne un biberon, on branchait la pompe de Jeanne. Ouais. Mais à partir de ses 1 an et demi, on a commencé à remarquer que, ça passait de moins en moins bien au niveau de son œsophage et qu'elle recrachait beaucoup de salive Mmh. et qu'elle toussait de plus en plus. Mmh. Donc on s'est dit à mon avis, les fameuses dilatations qui nous ont parlé, ça va pas tarder à arriver Mmh. et donc en effet, c'est arrivé, hem et ça s'est très, très mal passé. Donc là encore, on savait rien, de la capacité respiratoire de Jeanne. Je dis ça parce que la dilatation d'après, donc ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de fuite, mais la nuit d'après, Jeanne n'avait pas du tout des bonnes saturations. La journée non plus et en fait, on a dit: «Mais ça, en fait, c'est sa façon de respirer normalement à Jeanne, hein. Là, vous l'entendez comme ça, mais elle a toujours respiré comme ça. Enfin, Mmh. du moment où elle est sortie d'ici à ses 3 mois jusque là maintenant, elle a toujours respiré comme ça». Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les machines respiratoires sont arrivées dans notre vie parce qu'elle avait besoin d'aide respiratoire, Jeanne, sauf qu'on s'en était jamais rendu compte, Mmh. parce que quand elle est sortie de l'hôpital, il y avait pas de problème et puis, l'autre hospice, pas de problème et c'est à la deuxième hospitalisation après sa sortie de l'hôpital qu'ils s'en sont rendus compte, quoi. Ouais. Donc depuis ce jour-là, il y a voilà 2 machines, donc l'oxygène et le saturomètre qui surveille sa saturation et ses rythmes cardiaques, Mmh. plus, un appareil respiratoire qui ont, intégré nos vies, quoi. Mmh. Et en fait, Jeanne, elle aura, comme ça, au fur et à mesure, plus de 19 dilatations œsophagiennes, donc 19 blocs qui se sont toutes mal passées. Mmh. C'est-à-dire que soit ça finissait en réanimation intubée, soit ils y arrivaient pas et la ressortaient du bloc parce qu'elle avait fait une détresse respiratoire avant de dilater. Ou depuis septembre, nous, là, on trouvait son état, hyper préoccupant et elle était quasiment sous oxygène même la journée, même quand elle était réveillée en continu et moi, je savais que son œsophage, était en train de se fermer et que c'était fermé et que c'était comme ça. On l'a emmenée, en urgence à Reims, le 10 novembre, la veille du 11 novembre. Mmh. Hem et en fait, je leur ai dit: «Il faut placer une sonde d'aspiration dans son œsophage là, elle est en train de s'étouffer avec sa salive, j'en suis certaine, enfin, c'est sûr». Je connais Jeanne, je vois et ils m'ont pas cru. Ils m'ont pas cru un jour, ils m'ont pas cru 2 jours, alors je me suis rabâchée pendant 4 jours. Mmh. Sauf qu'eux, ils ont monté les machines, donc ils ont commencé par des lunettes, après un masque, Mmh. après un gros masque nez-bouche, puis après un masque total. Jeanne, elle a fini par faire un arrêt cardio-respiratoire parce qu'elle s'est noyée avec sa salive. Évidemment, vu que son œsophage était fermé, la salive, elle avait qu'un chemin, hein. C'est Mmh. quand on met de l'air qui insuffle, Mmh. sur les seules voies de sortie, ben, il y a plus qu'un seul chemin, c'est les poumons. Et là, on a vraiment cru la perdre, parce que quand son neurologue qui la connaît extrêmement bien, me dit au téléphone, c'était Joe qui était Mmh. près de Jeanne, encore une fois mon mari, hem, qui me dit: «Là, elle est à 100 sur la machine madame Viard, je sais pas, comment ça va se passer quoi, c'est très compliqué, on espère qu'on va réussir
Enfin là, on sait que ça a été, on a failli la perdre et c'est à partir de ce moment-là où avec mon mari, on a dit: «Stop» en fait. Maintenant, on arrête de vouloir un œsophage à tout prix. On arrête de vouloir, qu'elle mange par la bouche alors qu'elle en a peut-être même pas envie, en fait. Avec son handicap, un enfant qui a l'atrésie de l'œsophage, mais qui a pas le handicap, il a l'envie de manger par la bouche. Il voit ses copains, il a pas de déficience intellectuelle, il a envie de goûter des bonbons, il a envie de boire des choses. Jeanne, elle a pas ça, elle a pas d'attirance pour la nourriture, elle met rien à la bouche, elle a pas envie. Donc je dis: «En fait, là, on est en train de se battre pour rien, ça se trouve. On est en train de se battre pour avoir un tuyau qui est continu, mais en fait, on va la perdre pour avoir ça». Et on a demandé à lui faire une œsophagostomie. Donc j'essaie de résumer parce que l'histoire de Jeanne, elle pourrait durer 1000 heures et donc elle a un trou maintenant au niveau du cou Mmh. et donc toute sa salive ressort par le cou et depuis ce jour-là, donc depuis novembre 2023, donc après la naissance de notre troisième petite fille, elle a eu cette opération-là et depuis là, elle revit, quoi. Elle revit, elle fait des progrès de folie niveau motricité forcément, elle a plus à se concentrer pour pas s'étouffer à chaque fois qu'elle avale donc ça l'a sauvée. Ouais. Et du coup, bon, on reviendra là-dessus, mais du coup, effectivement, vous avez, donc eu, une troisième petite fille. Comment, la discussion pareil, voilà, comment le projet, Tout à fait. petit troisième bébé est arrivé? Non, mais parce que, tu vois, enfin, je sais pas si la question est légitime, mais c'est vrai que vous aviez quand même, déjà 2 enfants, ce qui est déjà pas Non mais mal. Un tu vas vite quotidien comprendre. un quotidien, bien rempli, parce que toi, du coup, tu travaillais plus peut-être? Non, Tu je t'es arrêtée? pouvais plus, j'étais en AJPP à ce moment-là. Ouais, ouais, pour, De Jeanne, ouais. de Jeanne. Heu, voilà, comment l'idée, Beh, il y a pas eu d'idée, en fait. l'idée, elle est arrivée comme ça, c'est ça? Alors il y a pas eu d'idée et quand je te dis que Jeanne, elle était dans le coma et qu'on a failli la perdre, j'ai appris la grossesse de Victoire à ce moment-là. Ah oui. Voilà, j'étais sous antidépresseurs. Je rentrais tous les 2 soirs de l'hôpital, parce que je restais toujours pas à l'hôpital, hein, comme je me rappelle et je m'en voudrais toute ma vie pour ça, mais j'y arrivais plus. Mais il faut que je me déculpabilise de ça, donc je fais que de le dire et je me fais que de le dire. De toute façon, ce que j'ai vécu, c'est trop dur, donc c'est normal que j'y arrivais plus rester et c'est aussi pour déculpabiliser d'autres parents qui pourraient vivre la même chose et je pense que quand on vit difficile, c'est mais on s'en veut toujours en tant que mère, de toute façon. Je pense que c'est le boulot de mère, même quand c'est pour des choses futiles, on s'en veut, donc forcément pour ça, je m'en veux. Mais donc j'étais sous antidépresseurs et j'étais de plus en plus mal et je me disais: «Mais c'est bizarre parce qu'en fait, je vais être de mieux en mieux». Enfin, d'habitude, quand j'en prenais, quand ça allait pas, parce que j'ai fait que ça, hein, en prendre quand ça allait pas bien, m'arrêter, en prendre quand ça allait pas bien, sinon je tenais plus debout, enfin voilà. Et un soir, je dis à ma mère, qui était à la maison et je lui dis: «Mais c'est trop bizarre parce que, ça va pas, quoi. Enfin, je suis fatiguée, j'ai des vertiges, ça va pas». Et je lui dis: «Mais j'ai pas mes règles aussi». Mais je dis: «Mais en même temps, Jeanne, enfin ça va pas et peut-être que mes règles avec le stress, elles sont pas arrivées et cetera». Je dis: «Écoute, j'ai un test, dans» Jeanne était dans le coma, hein. «J'ai un test là à la salle de bain, c'est des trucs de chez Action, ça se trouve ça marche même pas, mais je vais essayer de le faire». Enfin voilà. Je le fais, je le pose. Tu sais, tu te relèves pour t'essuyer, c'est pas très charmant ce que je dis et en s'essuyant, on a la tête vers le bas et là, je vois déjà les 2 barres sur le test. Je me dis: «Non». Je me dis clairement ça, hein. Je me Ouais, dis: «Non, putain» et je dis à ma mère: «Mais regarde et tout». Elle me dit: «Ça veut dire que tu es enceinte?» Je dis: «Oui, je suis enceinte» et moi, j'appelle Joe direct. Non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait ça? «Chou, je suis enceinte». «OK». «Quoi? Tu es enceinte? Mais quoi?» Enfin, lui, il savait même pas que ça s'était passé en 1 heure de temps, le truc de: «Ah, peut-être je suis enceinte. Ah, j'ai un test. Ah, je fais un test». Enfin, c'est n'importe quoi cette histoire et ouais, en fait, ben, du coup, j'appelle ma sage-femme et je lui dis: «Écoutez, est-ce que vous pouvez me recevoir aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je vais pas à l'hôpital pour voir Jeanne. Est-ce que, je peux venir vous voir?» Parce qu'elle prenait forcément des nouvelles de Jeanne, vu qu'elle savait, ce qui était arrivé donc voilà et donc et elle me reçoit et elle me dit: «Bah, ouais, vous êtes enceinte, quoi». donc confirmé. Et du coup, Ouais, tu étais dans quel un peu, état d'esprit à ce moment-là? Quel, contexte émotionnel? Là, tu je sais pas. J'ai arrêté mes antidépresseurs tout de suite le jour même parce que je me suis dit, «Pas une deuxième atrésie de l'œsophage, quoi», tu vois? Je veux pas, je rigole quand je dis ça parce qu'on a appris à rigoler de la situation mais je vais arrêter tout médicament parce que si là, parce que j'étais enceinte de 7 semaines, ouais, donc quand même déjà bien 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 avancé. avancé. Il y avait déjà le cœur, il y avait déjà voilà, on a pu entendre le cœur
Donc voilà, enfin, bien sûr, avec mon mari, on voulait un 3e enfant, Quand même. mais on voulait un 3e enfant, quand la situation médicale de Jeanne aurait été stabilisée. Ouais. On en avait parlé J'en déjà, avais déjà parlé, ouais. voilà, on en avait déjà parlé et alors lui, pas forcément. Au début, il avait pas forcément envie d'un 3e enfant, mais je lui disais que j'avais l'impression que je me sentirais jamais, que ça serait pas une boucle bouclée, tu vois? Que comme si, alors bien sûr, Jeanne était là, on avait 2 enfants, mais j'ai pas revécu cette maternité, j'ai pas revécu ce tout petit bébé, qui va bien, enfin ce retour à la maison, cette fameuse photo du cosy dans la voiture. C'est des choses toutes cons, mais c'est trop bizarre comme chez moi, ça me manquait d'avoir vécu ça, Tu tu pas vécu vois? ça avec Jeanne, ouais. Ouais et donc on savait que du coup après là le chemin enfin ça avait parcouru du chemin parce que quand je lui ai parlé de ça, Jeanne devait avoir, 1 an et demi, 2 ans, tu vois? Et heu et du coup, là quand je suis tombée enceinte, Jeanne avait 3 ans et 3 ans et voilà, en fait je sais pas comment enfin ça a été en suspens vraiment pendant au moins 2-3 semaines. Ouais. Je pense que pas on évitait le sujet, mais c'était pas le moment déjà, parce que Jeanne n'était pas bien. Alors il y a eu l'euphorie bizarre du premier jour de savoir que j'étais enceinte. En plus, il y a une amie qui est arrivée au même moment et je lui montre les 2 barres, mais je lui montre les 2 barres, tu sais, le test dans ma main, Mmh. enfin le bout du Mmh. test qui montrait que elle me dit: «Tu as le Covid?» Ah bah oui, c'est là. Je pleurerai toute ma vie, elle franchit la porte: «Tu as le Covid?» «Mais non, je suis enceinte», que je lui dis direct. Elle me dit: «Quoi?» Enfin et en fait, il y a eu ce premier jour bizarre d'euphorie alors que ma fille était dans le coma intubée Mmh. et où moi je faisais que de rire nerveusement de et après, il y a eu, 2 semaines, 3 semaines de presque j'oubliais que j'étais enceinte, quoi. Mmh. Et tu as eu des peurs ou des appréhensions qui t'ont un peu, traversée? La peur de revivre, potentiellement la même chose, Jamais. jamais? Ouais. Trop bizarre. Pareil, tout le monde me le dit ça. Ouais. «Mais du coup, tu as pas peur, tu as fait des tests génétiques?» «Bah non, j'ai rien fait. Pourquoi, la foudre elle tombe pas 2 fois au même endroit quand même?» Enfin, tu vois? Mmh. Et hyper positif toute la grossesse, je dis: «Mais non, de toute façon elle va bien. Mmh. Elle va bien, c'est sûr, elle va bien». Mmh. Je Puis là, il y a pas eu le même, problème de, liquide amniotique, enfin trop de liquide et non, cetera. mais alitement, hein, quand même. Mais à ouais, ouais. Tu vois, quand tu as pas de ventre et que tu sens qu'il est tout dur, c'est Mmh. pas bon signe, tu vois? Mmh. Et et en fait, je pense que tout le monde s'est un peu après forcément, on se lie d'affection et tout avec le service et tout le monde comprenait un peu la situation et cetera et Jeanne avait pu avoir un Broviac à cette période-là et avoir des traitements directement au cathéter central et donc ils l'ont fait rentrer à la maison vu que c'était plus que ça qui la tenait à l'hôpital et les infirmières passaient les traitements, Ouais. au niveau du cathéter, à la maison et comme ça, Joe a pu être avec moi à la maison parce que moi, ça devenait compliqué et de toute façon, je pense que s'il était pas rentré, la grossesse aurait jamais été au bout. Enfin, j'avais déjà beaucoup trop de contractions à ce moment-là, quoi. Mmh. Ouais. Donc voilà, Pas pas une une grossesse, grossesse, hyper sereine, non plus? ouais, parce qu'un œsophage, ben, du coup, pas encore mis en sortie, hein, parce que l'œsophage de Jeanne a été mis en sortie quand Victoire avait, 4 mois et demi. Mmh. Donc Jeanne est rentrée à l'hôpital, donc elle avait plus de fil dans la bouche. Mmh. Elle avait un œsophage à peu près ouvert de quelques millimètres, donc la salive passait, mais c'était très précaire. Mais elle s'était habituée à recracher la salive par la bouche. Donc du coup, elle gérait la situation plutôt bien et donc ça nous a permis de tenir, toute cette grossesse à la maison. Hem, Jeanne a même eu un rendez-vous alors il y a un soir où j'ai eu une enfin, j'ai cru que c'était le bonsoir. J'ai eu, 6 faux travail pour Victoire. 6 fois à la maternité en mode: «C'est le bonsoir», alors que c'était pas le bonsoir. Mmh mh. Enfin, voilà, Jeanne Victoire, j'ai tenu, j'ai accouché presque à 38 semaines, c'est fou. Et pour te dire, il y a même un jour où le berceau de Victoire était prêt en maternité, elle était prête à naître, enfin prête à naître, Mmh. on croyait Mmh. et le lendemain, Joe partait en urgence à Reims, de nouveau pour amener Jeanne pour faire voir son œsophage, enfin, tu vois, jusqu'au bout, enfin, je veux Mmh. dire, ça a toujours été alors on a appris à vivre, tout ça, alors attention, hein, là, aujourd'hui, ça va bien donc j'ai un bon mood. Mais moi, j'ai un moral qui depuis Jeanne, je peux passer de ça à Jeanne ce soir elle désature et ça va pas, à en crise d'angoisse dans le lit à dire à Joe: «Tu crois qu'on va retourner à l'hôpital?» Enfin, c'est c'est très enfin chez moi, je sens que c'est sur un fil, quoi. Bien sûr. Le moindre petit la moindre petite chose chez Jeanne qui fait que l'hôpital se rapproche, je perds tous mes moyens. Mmh. Donc là, ça va bien parce que je suis à la maison et que Jeanne va bien, mais et on profite de ça. On a surtout maintenant cette philosophie de se dire que tant qu'on est à la maison, tout va bien et que tant qu'on est ensemble, tout va bien. Mmh. Donc Victoire, la petite dernière est arrivée. Comment pareil, les 2 sœurs ont pris,
ont pris, l'arrivée, de Victoire? Comment, j'imagine que ça a mis une nouvelle dynamique en place. Ouais. Voilà, comment ça s'est passé? Comment est cette dynamique de sororie, on dit pour, les filles? Je crois qu'en fait, on a quand même eu la chance de plutôt bien vivre toutes nos épreuves Mmh. et peut-être que notre couple, c'est aussi un peu le pilier de tout ça. C'est parce qu'on est tellement forts, je pense, tous les 2 à accepter tout ce qui se présente à nous que, du coup, je pense que tant que nous 2 ça va, et ben, tout va, quoi. Mmh. Enfin, Bien sûr. voilà. Tu penses pas que ça a impacté quand même votre couple ou, tu vois, qu'il y a eu des Ça l'a moments renforcé, je peut-être pense. un peu plus, fragiles, tu vois, Je pense que ça l'a renforcé notre couple plutôt que le fragiliser, ouais. non, parce que tu sais, tu as des gens qui effectivement Ouais, se j'imagine, séparent, hein, pendant parce que, bah, c'est j'imagine. des Mais événements, des épreuves, qui peuvent, effectivement fragiliser, donc vous, c'est plutôt l'inverse et c'est ça qui est beau ouais, dans votre c'est ça. votre histoire aussi. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, vraiment, vraiment. de 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 continuer à vous réinventer ensemble, Ouais. et à continuer à avancer ensemble. Et donc du coup, oui, on parlait de ouais, de la dynamique donc de enfin de la entre les 3 filles, ça c'est pareil, Super bien passé. ensuite Jeanne, ouais, Jeanne, c'était une poupée au milieu de la maison. Je pense pas qu'elle comprenait vraiment. Elle était hyper brute avec elle, s'en foutait. Enfin, Joanne, ça va pas changer son quotidien, je pense, non, vraiment. Et par contre, Agathe, hyper heureuse. ouais, Des yeux, comme j'ai jamais vu quand elle est rentrée dans la chambre de maternité, de la voir, fou, fou. Enfin, c'était vraiment, un moment, hors du temps, même les premiers mois et cetera. Après, Victor a eu des gros problèmes de reflux aussi. Donc ça après, on va dire à partir de ces 3 mois, ça a été un peu plus compliqué, mais comme un nouveau-né qui a du reflux, enfin, les parents qui connaissent ça savent que c'est un enfer à vivre, le reflux. Et du coup, un peu plus de stress à ce moment-là. Je dirais qu'il y a eu des grosses périodes où Victor refusait de se nourrir. Donc moi, ça a réveillé plein de choses en moi ouais. et du coup, ça a pas été facile. J'ai pas dû être facile non plus à vivre pour, ma famille parce que j'étais en stress constant et j'avais des traumas qui revenaient. Enfin, voilà, des choses, alors que j'aurais dû me ressaisir et j'aurais dû me dire que c'était pas la même chose. C'était sûr que c'était pas la même chose. Victoire, c'était pas Jeanne, mais tu vois, je revois Quand même des espèces oui, enfin quand même des traumatismes et ouais. et peut-être des angoisses, tu vois, que Ah mais complètement, enfin, si on répètent ou que enfin, sans que ce soit exactement la même chose, qu'il y ait autre chose enfin, qu'on ouais, découvre autre chose, c'est ça, lecture, sans que ce soit exactement, la même chose. c'est ça. Évidemment, mais Mais bon, maintenant, j'ai envie de dire que Victoire a 2 ans et demi et des fois, Agathe, elle dit: «C'est trop nul d'avoir une petite sœur». Parce qu'elle lui pique des jouets, mais 2 secondes après, elle la prend dans les bras. Non, je ouais, pense que de toute façon, la parentalité, c'est vraiment des moments, où on est là-bas et il ouais. y a des moments où on est tout en bas Bah, oui, et en fait, ouais. on je sais C'est ce pas, que je tu trouve dis dans quand mon on intro, faut qu'on apprenne à naviguer les montagnes russes, et ouais, ah, c'est ça. complètement. C'est clairement ça. De toute façon, il y a pas le choix. Ça peut aller bien à 14 heures, on se dit: «Oh mais ils sont trop mignons» Mmh. et puis à 16 heures, on se dit: «Mais j'en peux plus, c'est pas possible, pourquoi ils font ça?» Ouais. Voilà, maintenant on est plus dans cette vraie vie-là, de vraie fratrie, Mmh. parce que jusqu'à temps qu'il y ait Victoire, on avait une fratrie. On avait deux enfants, mais Jeanne joue pas avec Agathe, enfin voilà, c'est enfin ou très peu quoi, des choses très primaires et Agathe ça va jouer 2 minutes. Mmh. Mais non, on va dire que c'est les points positifs de voilà, d'avoir 3 enfants et depuis que Victoire est là, Jeanne a fait de gros progrès, elle a fait beaucoup de choses en version miroir, enfin et voilà, c'est tout est beau et pour l'instant, on est loin de l'hôpital et donc c'est ce qu'on retient, quoi. Et qu'est-ce que tu trouves dur, toi, justement, dans votre parentalité, on va dire, particulière et qu'est-ce qui t'aide à tenir un peu, au quotidien? Parce que parent, c'est dur en soi, mais Oui. effectivement, quand on a, un de ses enfants qui est atteint d'un handicap lourd, ça rajoute évidemment de la difficulté, bien évidemment. Alors, au moins dans la logistique et dans le quotidien, Ça. tu vois ce que je Alors, je dirais que Jeanne, c'est la plus facile de nous 3 filles, niveau caractère. Elle est toujours gentille, toujours adorable. Alors bien sûr, quand elle pleure, faut s'inquiéter, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Bon, en ce moment, elle pleure tous les matins pour nous juste nous réveiller. Ça, elle a rien pourtant. Mais bon, ça va avec le handicap et l'autisme. Mais, non, ce qui est dur avec Jeanne, en effet, c'est les porter. C'est que, ben, mettre les filles dans la voiture, ça prend, tout de suite une demi heure parce que, ben, il faut préparer Jeanne. Jeanne, elle enlève 3 fois ses chaussures, alors qu'on lui a mis 4 fois. Enfin,
Tu vois, tout des choses, on commence à lui mettre une écharpe, elle l'a enlevée, on lui met la chaussette, elle l'enlève. Le handicap, c'est dur pour tout ça parce qu'on va s'y prendre, à l'avance pour tout. Mais, en ce moment, à l'heure actuelle, ce qui est le plus dur, là, avec Agathe qui a 9 ans, donc je pense qu'il commence à être en préadolescence et avec Victoire qui est peut-être même encore un petit peu en terrible tout, Mmh. c'est qu'elle se chamaille H24, quoi. Mmh. Mmh. Et on a l'impression de passer notre temps à crier, Mmh. tu vois? On a l'impression de passer notre temps à faire le gendarme et on a l'impression qu'il y a plus de bons moments ou en mode séparé. C'est-à-dire que moi, si je suis avec Agathe toute seule, ça va bien. Joe, s'il est avec Agathe toute seule, ça va bien. Joe, s'il est avec Victor toute seule, ça va bien et moi, si je suis avec Victor toute seule, ça va bien. Mais les 2 ensemble, ça fait, je sais pas, ça fait une espèce de bombe, Mmh. Victoire, veut jouer avec les jouets d'Agathe, mais Agathe veut pas prêter. Agathe veut jouer à la poupée avec Victoire, mais Victoire, elle est assez grande pour jouer toute Il seule. y a un écart, tu vois? Elles sont pas sur Ouais. les mêmes C'est ça. envies. Il y a 6 ans, il y a presque 7 ans d'écart, donc forcément et pourtant elles s'aiment quoi et c'est sûr, mais ça va passer, tu vois? Je me répète toujours ça. Tout passe. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ou comment vous envisagez, pardon, comment vous envisagez l'avenir, maintenant, en ce moment? Qu'est-ce qui vous porte? Bon alors, déjà, ce qui est sûr et je pense qu'il faut le dire, c'est que la machine est fermée, voilà. Moi, j'ai pris la décision et je pense que c'est important aussi d'en parler, c'est qu'on a notre corps et là, moi, je 3 enfants, je suis entièrement complète et je voulais plus prendre de contraception parce que je trouve que ça nous détruit quand même, il faut en parler. On prend ça toute nos vies sans rien dire, mais au final, ça nous il y a de l'impact, hein, Bien sûr, il y a des impacts. voilà et du coup, ben, j'ai eu une ligature des trompes. D'accord. Heu, Pris le voilà, j'ai pris cette décision-là. Ouais. Je devais passer au bloc pour une toute autre raison au niveau gynécologique et du coup, mon mari était d'accord pour faire la Exactement. la vasectomie. Mais je lui ai dit: «Écoute, moi je passe au bloc». Donc c'est gentil, c'était un beau geste de sa part, mais c'était pas utile qu'il se tape une anesthésie générale alors que moi, j'y passais au bloc. Mmh. Donc voilà et Donc vous faites c'est une une pierre de très coups, c'est ça? ouais voilà, une pierre de coups et puis c'était réglé. De toute façon, j'allais être charcutée donc un peu plus, un peu moins, on n'y était pas à Mmh. ça près et bah, écoute, on se voit, bien, avancer comme on avance là, tout faire pour nos filles, qui sont valides, Mmh. essayer d'être le plus juste possible dans le partage de temps, même si je pense que ça restera ce qui restera le plus gros combat de notre vie avec le handicap, c'est que Jeanne prend forcément beaucoup de notre temps. Pas par son caractère, pas parce qu'elle, nous demande, mais parce qu'elle a beaucoup de soins et beaucoup de vigilance. Les filles, Hem, les 2 autres le ressentent ça? Enfin elles, je pense pas. ouais, ouais. En fait, elle le ressentent, mais pour elle, c'est complètement normal. Alors que quand je passe plus de temps avec Victoire, Agathe remarque que j'en passe plus et quand je passe plus de temps avec Agathe, Victoire, elle dit: «Viens avec moi maman». Mmh. Mais quand je passe plus de temps avec Jeanne, personne dit rien Mmh. Ouais, et tu vois, ça montre bien que pour eux, c'est normal. Enfin et Agathe d'ailleurs a eu la chance d'en parler avec une équipe avec laquelle elle est qui travaille sur les jeunes aidants et en fait, je crois que c'est ce qui en ressort, c'est qu'elle sait que c'est normal pour Jeanne. Alors elle, ce qui la dérange le plus dans le handicap, Agathe, c'est les cris de Jeanne. C'est que Jeanne, elle est pas, elle pleure pas beaucoup, mais elle crie beaucoup. C'est le handicap qui fait ça et c'est sa façon de s'exprimer et elle, elle dit: «C'est énervant quand Jeanne, elle crie» Mmh. et Mmh. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais sinon, non. Non, tu ressens pas, un Mmh, besoin. bah, non, après, je Mmh. pense qu'elles sauront nous le dire quand elles auront passé, tu vois, ce fameux pré-ado, vrai ado et qu'elles auront, pas en mode: «Ah ouais, forcément, tu t'occupes plus d'elle», tu vois? Genre le vrai raisonnement et je suis curieuse de savoir plus tard ce qu'elles en penseront et on espère avec mon mari qu'on aura tout fait pour éviter ça, même si on n'est pas parfait et qu'à un moment donné, forcément, on doit en donner plus à l'une, plus à l'autre et c'est la dure loi d'être parent. De toute façon, c'est le plus dur, je crois, quand on a plusieurs enfants, c'est d'être équitable et on devrait même pas réfléchir et au final, on veut, parce qu'on veut être équitable, quoi. Bien sûr. Donc ouais, comme tu disais, en faire le plus possible pour, vos filles valides et pour, Et pour Jeanne, voilà et c'est pour ça qu'on a fait l'association, c'est pour que, bon, déjà, moi, ça me donne un but. Ma page Instagram et l'association me donnent un but de vie tous les jours parce que moi, être maman, ça me suffisait plus. J'avais besoin parce de qu'on me rappelle, sentir tu as dû arrêter épanouie. de travailler du coup pour t'occuper de Ouais, j'ai dû arrêter de travailler totalement. J'ai perdu mon CDI cette année d'ailleurs, donc voilà. Mais ouais, tout donner pour elle, enfin, tout donner, essayer d'aussi de,
de trouver, les thérapies qui fonctionnent le mieux chez Jeanne sans que ce soit trop dur pour elle, sans trop non plus blinder son quotidien. Donc tester plein de choses et puis nous écouter parce que c'est ce qui a toujours marché depuis sa naissance Mmh. et encore plus avec Jeanne. Faut toujours s'écouter et que ce soit pour nos enfants valides ou non valides d'ailleurs. Si on s'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose et si on ne s'inquiète pas, c'est qu'on a des Ouais, raisons de suivre pas s'inquiéter. son intuition C'est et ça. son intuition S'écouter, je pense qu'en tant que parent, on a très souvent le bon ressenti, je pense. ouais et puis enfin, tu connais mieux tes filles Oui. que n'importe qui et est-ce que tu dirais que tu es une maman, différente depuis, l'arrivée de Jeanne? Parce que, du coup, tu avais eu, Agathe, donc avant. Est-ce que tu t'es sentie changer en tant que maman? Je pense que j'ai changé entre chaque enfant. J'ai forcément changé avec Agathe parce que je suis devenue maman. Et ensuite j'ai changé avec Jeanne parce que, ben, j'étais pas du tout cette maman inquiète. C'est-à-dire que, je voyais pas les microbes partout, tu vois? Je pouvais laisser ma fille, des fois quand je vois des vidéos de Agathe en pleine salle des fêtes avec tout le monde qui marche, des chaussures complètement dégoûtantes, en train de marcher à 4 pattes dans une salle des fêtes, je me dis: «Non mais tu as trop changé là». Et forcément, parce que maintenant on est hyper vigilant face aux microbes et Victoire, alors qu'elle va bien, jamais je la laisserai marcher, tu vois? Donc j'ai changé en inquiétude, mais je pense pas que mon enfin, j'ai changé pour Jeanne, ça nous a changé à vie, vis-à-vis de cette inquiétude de des microbes, des infections, de tout ce qui peut arriver, à Jeanne. Donc ça nous a changé pour les filles parce que si les filles attrapent quelque chose, forcément Jeanne l'attrape. Et j'ai rechangé avec Victoire parce que, heu, j'étais jamais sortie de mes gonds autant que je suis sortie de mes gonds avec elle. Mmh. Je me suis jamais autant énervée qu'avec aucune de mes enfants qu'avec Victoire. Mmh. Et tu sais, des fois j'en viens à dire, «C'est bon là je mets la télé quoi, j'en Mmh. peux plus». Et tu vois ça m'est jamais arrivé avant. On Elle me pousse dans mes retranchements, Victoire, Mmh. vraiment. Et Oser c'est chercher ou Tu vois? Et c'est là que quand tu sais, je vais avouer quelque chose et c'est pas bien, hein. Il y a des fois où quand on avait Agathe, on était au resto, parce qu'après on s'en est beaucoup moins fait avec Jeanne, mais avec Agathe, tu vois? Et elle se tenait super bien, enfant modèle et cetera. Et puis à côté, là, à table, il y avait un autre couple avec un enfant qui se comportait pas du tout bien, Mmh. tu vois? Et on avait ce jugement de: «Ils ont mal éduqué leur gosse, hein, franchement, Qu'est-ce qu'ils ont bah, fait? tu vois le karma, le petit karma là, qui revient dans ta vie avec Victoire et qui te dit: «C'est pas une question d'éducation, c'est une question de caractère de l'enfant». Mmh. C'est-à-dire que si le caractère est comme ça, tu auras beau faire ce que tu veux, Mmh. C'est elle est compliqué, difficile c'est clair. Bah, ouais, c'est et ouais. Et en fait, là, je me prends une claque dans la tête parce que moi qui me pensais, heu, bonne éducation, j'ai réussi à cadrer mes enfants, c'est n'importe quoi en fait. En fait, mmh. tu cadres rien du tout. C'est soit tu as un enfant qui se laisse cadrer. Cadrer, c'est pas un bon mot, mais soit tu as un enfant qui tu beau faire tout ce que tu veux, tout. Bienveillance, moins de bienveillance, plus de rien. Ouais, Voilà. qu'il faut Victoire, c'est ce qu'elle veut à l'instant où elle veut. Voilà. elle te challenge. Voilà, voilà. Merci Victoire. Voilà, voilà. Merci Victoire. Mais elle est adorable. Par Ouais. contre, c'est la plus câline de nos filles. Mmh. Alors autant c'est la plus dure, autant c'est celle qui nous a fait des câlins, en dehors. Donc en fait, enfin, chaque enfant a ses particularités, mais ouf, Mmh. je crois que je préfère quand même un petit peu les enfants qui sont faciles. Mais on le dira pas trop fort. Voilà, c'est ça. Non, j'aime trop ma fille, mais elle aura du caractère, c'est clair. Et Enfin, est-ce que tu pen enfin, qu'est-ce que, finalement le rôle de maman bien évidemment, mais je veux dire, le fait d'avoir, à gérer un handicap, au quotidien, qu'est-ce que voilà, Jeanne t'a appris, sur toi, sur la vie? Enfin, tu vois, j'imagine qu'elle vous a apporté plein de choses comme n'importe quel enfant, mais comme c'est une enfant, tout, tout extraordinaire, on va dire, tu vois? Ouais. tout et je veux pas que leurs sœurs le prennent mal plus tard, mais Jade, c'est celle forcément qui nous aura tout appris. C'est-à-dire, s'inquiéter, pas s'inquiéter, voir, tu sais, le petit bobo, c'est rien, Mmh. c'est pas grave. Ouais, tu Heu, appris à relativiser aussi. Peut-être, moi, quand je suis fatiguée, alors oui, j'ai le droit de le dire et tout le monde a le droit de le dire, mais en fait, il y a bien pire. Il y a des gens qui passent leur vie à l'hôpital. Enfin, elle nous a appris la vraie valeur de la vie, je pense Mmh. et c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre de plus que ça? Mmh. Juste de jamais, même si on commençait notre combat aujourd'hui, moi, à 32 ans, jamais je pourrais lui arriver à la cheville. C'est tout ce qu'elle a vécu. C'est Une warrior.
Ouais. Une warrior sans se plaindre, sans et Mmh. la valeur de la vie. Je pense que c'est juste, maintenant on voit plus la vie autrement. Maintenant, si on est là aujourd'hui, on vit. Alors bien sûr, à l'instant T, on peut se dire: «Ah j'en ai marre, c'est bon là, sérieux là, cette journée», et c'est logique, on est humain, on reste humain. Mais dans la journée et quasiment même dans l'heure d'après, je suis sûre qu'on a déjà relativisé et on s'est dit: «Non mais attends, faut qu'on redescende sur terre là. Mmh. Jeanne elle va bien, les filles elles vont bien, on est ensemble, on a une maison, on a un toit, on mange, en fait tout va bien là». Mmh. Il faut enfin voilà Ouais. et notre race c'est toujours. Franchement toujours, 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 tant qu'on est à la maison, tout va bien. Mmh. Ouais. Et tu parles, bon, enfin, dans ce que tu dis, et je pense que c'est ce que vous a appris justement Jeanne, ce que tu viens de dire, mais quand même, effectivement, je pense qu'il y a quand même des moments difficiles et comme tu dis, bah, vous êtes pas des machines, vous êtes humains et tu vois, tu as parlé de quand même de périodes où tu as dû prendre des antidépresseurs et cetera parce que, voilà, ce que vous avez vécu, d'inquiétude aussi déjà, c'était quand même, très, très dur. Hem Toi, voilà, qu'est-ce qui te fait tenir, quand même, dans ce quotidien qui doit pas être toujours évident? Enfin, C'est à quoi tu te difficile. raccroches, tu vois? Mmh. Ouais, c'est difficile, quasiment tous les jours. Mmh. On va pas se mentir, tous les jours, il y a des moments où en plus, Jeanne maintenant elle fait 21 kilogrammes, il faut la porter, tout le temps, Mmh. forcément. Bon, elle se déplace au sol maintenant donc ça nous aide quand même vraiment beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses, négatives, dans une journée mais au final, et c'est vraiment ce que enfin je pourrais en faire une liste de tout ce qui est difficile sur une journée et je pourrais vite retomber, tu vois? Je pense que pas on se ment à nous-mêmes tous les jours, mais on préfère toujours ressortir le positif pour cette raison-là, parce qu'on aurait trop vite tendance à ressombrer si on pensait trop au négatif. Mais bien sûr que tous les jours quand on la branche, à sa machine respiratoire le soir, on se dit: «C'est embêtant, c'est relou». Quand elle arrache ses capteurs la nuit, qu'il faut aller lui replacer à 3 heures du matin, c'est chiant. Quand il faut remettre de l'eau dans sa machine respiratoire toutes les nuits, c'est embêtant. Heu, quand elle abîme un jouet, et qu'elle a failli s'étouffer avec et qu'on a failli finir à l'hôpital, quand elle a une dent qui bouge et qu'il faut faire vraiment attention qu'elle l'avale pas parce que ça peut être, ben, le bloc Facile. opératoire, hein. Mmh. Enfin, en fait, toute la journée est faite de et forcément quand Victoire, il s'y met, Ouais, en plus, bien sûr. ouais, il y a des moments où waouh, j'appelle mon chéri, je dis: «Ouais, je t'appelle là? Parce qu'il faut que je décompresse», tu vois? Il faut que et donc mais je pense que ça peut être très, très dur à des moments, mais justement, Jeanne nous a appris ça, c'est à relativiser assez rapidement. Mmh. Mais bien sûr que tous les jours, c'est difficile. Mmh. Mais je me dis toujours que, ça, les gens, ils doivent le savoir, tu vois? Enfin, le handicap, Jeanne, elle marche pas, elle parle pas, elle mange pas, heu, elle respire pas top, tu vois? Là, il y a la kiné qui vient encore de repartir ce soir, elle siffle comme je sais pas quoi. Je fais jamais entendre sa respi sur les réseaux parce que je crois qu'on me dirait: «File aux urgences», mais je dirais: «Mais non, c'est sa respi normale», Mmh. tu vois? Jeanne, elle est en crise d'asthme constante, c'est-à-dire que toujours elle, mais Mmh. faire passer enfin, j'aimerais tellement que le monde du handicap, on en sorte le positif sur tout ce qu'ils nous apprennent dans la vie et pas tout ce qu'ils nous infligent. Parce qu'il faut le dire, c'est sûr, c'est dur. Je l'ai dit et je le redirai toute ma vie, c'est difficile. Notre corps, il en peut plus. J'ai 32 ans, mais je suis sûre en âge de corps, je dois avoir, 50 ans déjà. J'ai 5 hernies autour du nombril à cause de la grossesse de Jeanne. J'ai un diastasis des grands droits à faire opérer, sauf que je peux pas me faire opérer parce que on peut plus porter Jeanne. Mmh. Donc je prends un risque aussi. Mmh. On prend des risques tous les jours de porter Jeanne, parce que demain je peux être, sur la table d'opération et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais relater le négatif, maintenant on se dit que ça sert à rien et je trouve que d'ailleurs, sur les réseaux, c'est trop ça et c'est un truc qui commence à vraiment beaucoup me peser. C'est cette image de l'enfant handicapé où on répète sans cesse: «Il est handicapé, il fait pas ci, il fait pas ça». Mais bon sang, il sourit, il vit, il est là, il fait quelque chose quand même. Donc pourquoi on relate pas plutôt ça et juste il vit? Il y a des enfants qui arrivent pas à avoir d'enfants, il y a des parents qui arrivent pas à avoir d'enfants. Il y a ma sœur en fait partie, elle pourra pas avoir d'enfant.
Il y a des parents qui perdent leur enfant d'un cancer pédiatrique. Il y a des parents qui accouchent d'un enfant en bonne santé et ils meurent de la mort subite du nourrisson. Et pourtant, ces gens-là, ils avaient pas le handicap dans leur vie et ils vivent pire que nous, la perte de leur enfant. Et alors pourquoi on se répéterait tous les jours: «Ça va pas»? Enfin, tu vois? Je préfère me répéter tous les jours. Alors bien sûr qu'il y a des fois où je pète des câbles et je veux le redire: «Oui, c'est difficile». Encore ce matin, je chialais parce que j'arrivais pas et parce que Victoire, elle arrêtait pas. Je lui ai mis Blippi à la télé, quoi, j'en pouvais plus parce que je pouvais pas avancer sur mon travail. Mais le redire et le répéter et Oui, ça t'aide pas plus que ça. tu vois? Ouais. Et j'aimerais bien que ce soit plus ce message qui soit prôné sur les réseaux de se dire: «Tout passe». Mmh. Tout va passer. On est là les uns les autres et il faut partager les moments difficiles, il faut partager le positif, mais aussi le négatif. Il faut tout partager. Pas que le positif, mais surtout pas que le Mmh. négatif. Bien sûr. Mmh. Et le mauvais message, je trouve qu'il est là dans les surtout les comptes qui parlent du handicap, c'est que bien souvent, je fais pas un amalgame parce qu'il y a des comptes qui font pas ça, mais c'est bon, on en a marre de voir le bouton de gastrostomie de ton fils tous les jours. On en a marre de voir, le truc machin de ta fille tous les jours. On en a marre de dire, «Il est polyhandicapé» tous les jours. On en Mmh. C'est des êtres vivants, Mmh. en fait et c'est vraiment aussi un gros alors, tu vois, c'est bizarre parce que j'ose en parler avec toi ce soir et c'est quelque chose que j'ose pas parler sur ma page Insta parce que je sais que ça va faire des vagues. Mais en même temps, j'ai envie d'en parler. Donc fallait que ça sorte à un moment donné, bah, voilà, Bah, c'est voilà, avec c'est toi et voilà. mmh. Donc oui, c'est difficile, tous les jours. Oui, oui. Mais ce qui t'aide à tenir, du coup, c'est effectivement de voir le positif et de te dire: Ouais. «Elle est là, elle est pas à l'hôpital, C'est ça, on est c'est ensemble». ça et surtout je pense qu'il faut pas, sortir de Saint-Cyr, enfin j'espère, en tout cas ou alors, bah, du coup, c'est que je me trompe et qu'il faudrait que je répète plus souvent que c'est difficile. Mais je pense que tout le monde sait que c'est difficile de vivre avec un enfant handicapé qui marche pas, Mmh. tu vois? Bien sûr. Enfin, Enfin, bien sûr, on peut imaginer que c'est pas, tu vois? non. Alors bien sûr que même si je le partage tous les jours sur les réseaux, les gens sauront jamais, même si c'est encore plus dur que ce que je partage. Mmh. Mais ouais, je pense que ce qui nous aide, c'est vraiment En tout de cas, finir la journée sur du positif et de se dire qu'on est à la maison. Voilà. et avec ton mari, parce que tu avec, Jonathan, tu l'as dit, enfin, ça vous a plus clairement rapprochés et renforcés. Vous arrivez quand même à vous préserver du temps, tous les 2 encore, c'est pas un peu un challenge? Heu Ouais, 21:30, 22:30. voilà. Bon, bah, écoute, C'est déjà ça? c'est déjà bien. Non, ça et on va dire qu'on a encore la chance que Victor fasse une sieste l'après-midi pour l'instant Ouais. et que Jeanne soit très gentille, donc elle est avec nous sur le canapé. Jeanne, c'est notre bébé pour la vie, donc de toute façon, passer du temps, Jonathan, moi et Jeanne, c'est du temps en amoureux. De toute façon, on sait, hein, maintenant Jeanne sera avec nous tout le temps. Mmh. Donc on a aussi la sieste de Victoire où vraiment on prend un temps pour se poser devant une série, discuter. Alors oui, on a Jeanne avec nous, mais c'est notre pièce rattachée quoi, tu Ouais. vois? C'est c'est notre petit tu sais, il y a Pascal dans Réponse, bah, c'est petit Pascal quoi, tu vois? Mais non, je pense qu'on s'en sort plutôt bien, on est plutôt équilibrés. Bien sûr qu'on aimerait faire plus, mais je vais pas me répéter tous les jours: «Ouais, je kifferais trop partir en vacances une semaine avec lui», c'est pas possible. Mmh. Ouais. Donc on prend ce qu'on Je a et comprends, voilà, ouais. voilà. Ouais. Du coup, j'ai mes petites questions, signature à te poser avant de clôturer notre conversation. Qu'est-ce que la parentalité t'a appris, sur toi, même indirectement? Que je pouvais être très patiente et complètement impatiente. Mmh. C'est-à-dire, patiente, pour attendre des progrès de Jeanne, attendre des choses de mes enfants et très impatiente quand mes enfants, se chamaillent pour, le dernier stylo, acheté chez Action. Qu'est-ce qui est, en tant que maman, très important à ton équilibre et qu'est-ce que tu essayes de mettre en place au quotidien pour pouvoir, le préserver? C'est difficile cette question. Ouais, je sais. Je sais pas si j'ai mis en place quelque chose pour que ça se passe bien, Encore? Ouais. je sais pas. Mais je pense que déjà, qu'il y ait pas trop de tension à la maison et que essayer des fois d'éviter d'entendre des disputes, tu sais, en se disant: «Je vais essayer de pas l'entendre celle-là, peut-être ça va passer» et parce que c'est vraiment le cœur en ce moment le plus difficile ici et qui est difficile depuis 3 4 mois déjà. Donc je pense que c'est ça, il faudrait que, j'arrive à être plus zen, mais j'ai pas encore réussi à l'appliquer. Mmh.
Et si tu pouvais, glisser un petit conseil à l'oreille, de la jeune maman que tu étais, à l'époque, quel serait-il? Si je savais tout ce qui allait se passer ou si je savais pas tout ce qui allait se passer? Si tu savais pas, enfin, si, maintenant que tu le sais aussi, maintenant que tu le sais, Eh ben, tout finira par aller bien. ouais, j'étais sûre que tu allais dire ça. C'est ça. Bah, merci pour Hâte quoi. Bah, ouais. ouais, voilà, c'est ça, ce qui te répétait. Bah, merci beaucoup, Solène Merci à toi. pour cette conversation, les mots que tu poses, et qui sont, je pense, importants pour, ta sincérité et voilà et de partager ton histoire comme tu le fais quotidiennement sur Instagram, mais aussi là aujourd'hui, avec moi parce que je pense que, voilà, ce type de témoignage est important et peut aider, beaucoup de personnes, de parents qui traversent la même chose à se sentir, quand même, moins seuls, voilà, dans C'est tout le but, bien, voilà. en tout cas. En tout cas, merci, je vous souhaite, tout le meilleur à toi et ta famille Merci à toi aussi. et à bientôt. Merci Solène. Merci. Merci d'avoir écouté Bloom Up. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Rejoignez aussi la communauté sur Instagram sur Elodie_Roca, R-O-2-C-A, et bloomup.media pour poursuivre la conversation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.